France Maghreb 2. LGF, le grand forum, bienvenue à tous, c'est parti jusque 18h, votre rendez-vous quotidien de 16h à 18h sur France Maghreb 2, avec vous chers amis auditeurs, auditrices, vous allez pouvoir évidemment et comme d'habitude intervenir, réagir, et on va ensemble décortiquer l'actualité de ce mercredi avec vous, en votre compagnie, 01 40 33 9000, le numéro de téléphone pour arriver jusque nous évidemment, avec aujourd'hui, en ce mercredi, notre ami Nadir Kaya qui est de la partie. Salut Nadir. Salut Christophe, salut à tous. Comment ça va Nadir? Ça va, il fait doux donc ça va. Ah oui, ça, c'est pas vraiment franchement l'hiver en ce moment, hein. Ouais. Bon, alors, de quoi va-t-on parler dans ton avis tranché tout à l'heure? C'est un avis tranché sur... Déradicalisation, j'ai vu. Ouais, voilà, des extrémistes républicains. C'est-à-dire qu'on a souvent des politiciens qui nous donnent des leçons, notamment les citoyens des banlieues. Et là, je vais revenir sur un petit historique sur le comportement de certains maires dans les banlieues. Très bien. On appelle clairement le clientélisme. Le clientélisme. Coup de cœur consacré à une association. Ouais, c'est une association que je connais depuis 5-6 mois, mais avec qui j'ai concrétisé, c'est-à-dire la rencontre hier, qui s'appelle Access. C'est une association sur Villeneuve-la-Garenne dans le 9-2, donc je vous raconterai un petit peu ce qu'ils font et voilà. Très bien, dans le cadre du coup de cœur, donc tout à l'heure. Pour l'heure, voici le sommaire de cette émission de ce 24 janvier 2018. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, en ce mercredi 24 janvier, retour il y a un an jour pour jour dans un instant sur ce qu'on appellera le début de l'affaire Fillon, la tempête qui le mènera tout droit vers la défaite. Nous y reviendrons dans un instant. Nous parlerons de la Palestine, encore une fois, et d'Israël avec Manuel Valls qui s'oppose ouvertement à la position diplomatique française car tout le monde sait que Jérusalem est la capitale d'Israël. C'est ainsi qu'il a déclaré hier chez nos confrères d'RMC et de BFM TV. Vous vous souvenez certainement des propos d'Éric Zemmour sur la déportation des musulmans de France en 2014 qui avait choqué. Éric Zemmour, après 2 condamnations, va pouvoir bénéficier d'un nouveau procès. Nous y reviendrons dans quelques instants. La question LGF. Existerait-il une justice à 2 vitesses en France? Après les ouvertures d'annexes de tribunaux au bord des pistes de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, un nouveau pas a été fait vers la justice d'exception avec des audiences non seulement délocalisées mais également par visioconférence. Les syndicats de magistrats et d'avocats notamment dénoncent l'illégalité de ces audiences. Est-ce un pas de plus vers une justice d'exception selon vous? Vous répondez à cette question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Et nous terminerons évidemment cette émission par le Libertad. Une bonne dose de liberté en fin d'émission. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct jusque 18h avec vous chers amis auditeurs avec cette question du jour que je vous rappelle d'ailleurs aujourd'hui. Existerait-il une justice à 2 vitesses en France après les ouvertures d'annexes de tribunaux au bord des pistes de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle? Un nouveau pas a été fait vers la justice d'exception avec des audiences non seulement délocalisées mais également par visioconférence. Et les syndicats de magistrats et d'avocats notamment dénoncent l'illégalité de ces audiences. Est-ce un pas de plus vers une justice d'exception? Mon cher Nadir Kaya, qu'en penses-tu? Alors, pour connaître un petit peu certaines affaires, en l'occurrence tout ce qui concerne le contrôle aux faciès et certaines luttes dont notre association fait partie avec d'autres associations, oui, il y a une justice différente en fonction de ce que vous êtes et ce que vous représentez. Après, il faut pas tomber dans les généralités. Bien sûr que tous les juges et tout cet ensemble lié au domaine judiciaire ne sont pas tous à mettre dans le même sac, mais il y a des gens parmi eux qui effectivement se comportent différemment, notamment quand ils ont affaire à des jeunes de banlieue ou à des gens qui n'ont pas trop de moyens. Ça, c'est une réalité. Il y a tellement d'exemples que je pense que c'est pas vraiment intéressant de les citer. Mais oui, effectivement, la justice française aujourd'hui, elle n'est pas à l'image des valeurs républicaines et de cette égalité qu'on souhaite en permanence et qui sont une des valeurs principales de notre société. En tout cas, vous êtes majoritairement sur Facebook ainsi que sur Twitter, sur France Maghreb 2 ainsi que sur LGF officiel, à penser que oui, effectivement, il y a une justice à 2 vitesses pour le coup, 80% sur Twitter, 74% sur Facebook. On va prendre l'avis d'une avocate qui est avec nous, maître Maghrebi Mansouri, bonsoir. Oui, bonjour Christophe. Bonsoir Besma, j'espère que tout va bien pour toi. Ravi de t'accueillir. Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton sentiment sur cette question, sur ce sujet bien précis? Peut-être que d'ailleurs tu as eu affaire à ce type de procédure aujourd'hui avec visioconférence, des tribunaux, d'annexes de tribunaux effectivement installés pour le coup délocalisés pour certains du côté de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. C'est pour accélérer finalement les reconduites à la frontière, tout ça, non?
Alors oui, absolument. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà les audiences par visioconférence, elles existent depuis un petit moment. Et le recours à la visioconférence, c'est aussi une procédure qui existe notamment pour les personnes qui sont placées en garde à vue ou et qui ont besoin de passer devant le JLD. Donc les personnes qui vont être en centre de rétention ont également besoin de passer devant le JLD, qui est le juge des libertés de la détention, qui va décider si cette mesure privative de liberté est possible ou pas. Ouais. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose qui existe déjà depuis un moment. D'accord. Maintenant, ce qui se passe, c'est que là, donc là, il y a quelques jours, il y a des audiences qui ont été faites par visioconférence, alors qu'en règle générale, la visioconférence, elle est vraiment utilisée pour savoir si on prolonge ou non, par exemple, le maintien d'une rétention, ou est-ce qu'on va maintenir le maintien en garde à vue d'une personne qui est donc placée en garde à vue. Et là, il y a des personnes qui ont été jugées par visioconférence. Et là, moi je suis un peu mitigée par rapport à ça, parce que d'un côté c'est une mesure qui existe et qui est dans le CESEDA, c'est l'article L552-12 du CESEDA, donc c'est voilà, au niveau de la loi c'est prévu, mais en même temps on a une position du Conseil constitutionnel de 2008 qui nous dit pas de salle de justice et pas d'audience dans les centres de rétention. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça, moi, ça me pose problème. On a autre chose, c'est que l'article L552-12 du CESEDA, lui, ce qu'il prévoit, c'est que il nous dit oui, en effet, des audiences par visioconférence sont possibles avec l'accord de la personne. Donc c'est une mesure qui reste normalement exceptionnelle, mais il y a des conditions. Elle se fait sous conditions, et notamment l'une des conditions principales qui est la publicité des débats. C'est un principe fondamental qu'on a en droit, et c'est là où les avocats, si vous voulez, on n'est pas content, dans le sens où on a le droit, toute personne a droit à un procès équitable, et que le droit au procès équitable passe par la publicité des débats, que la publicité des débats, c'est le fait que tout le monde puisse assister à l'audience. Et donc ça, c'est la condition principale qui est posée par cet article-là. Donc vous voulez mettre en place des audiences par visioconférence. Exceptionnellement, c'est possible sous deux conditions: que la salle d'audience soit accessible au public, et que la salle où se trouve la personne qui est en rétention soit accessible au public. Sauf que là, ce qui va se passer, c'est que la personne qui est placée en centre de rétention administrative, le public, comment il fait pour pouvoir être à ses côtés au moment où il va passer en audience? Oui. Et c'est là le problème. Oui. C'est que c'est pas possible. C'est pas possible. Monsieur Tout le monde ne pourra pas aller dans le centre de rétention pour assister à l'audience. Les syndicats de magistrats et d'avocats donc dénoncent l'illégalité finalement de cette manière de procéder. Exactement. Et donc l'illégalité pour quelle raison? L'illégalité parce que ça viole le droit au procès équitable. Et le droit au procès équitable, il est violé pourquoi? Parce que on ne respecte pas le principe fondamental qui est la publicité des débats. Alors ça tombe bien que tu sois là, Besma, Maître Maghrebi, pour donner peut-être un petit peu ton sentiment par rapport à ce que Nadir vient de dire. Et il dit en clair qu'il y a une justice à deux vitesses selon l'individu que l'on juge, quoi. Finalement, quand c'est par exemple quelqu'un d'issu d'une banlieue, d'un quartier populaire, on a tendance un petit peu à bâcler un peu plus les choses qu'une autre personne. Est-ce que tu constates aussi également ce fait? Alors, là, moi, j'ai une position qui va être un petit peu différente, dans le sens où la justice à deux vitesses, pour moi, en fait, c'est que la personne qui va être issue des banlieues, c'est pas qu'elle va être traitée différemment qu'une personne qui va être issue d'un quartier, on va dire favorisé. C'est ce qui va faire la différence, c'est surtout la longueur de son casier judiciaire, ou de son page, de son fichier. Et hélas, et ça c'est un constat que je peux faire tous les jours, les personnes qui sont issues de banlieues, hélas, elles ont un TAJ, elles ont un casier judiciaire qui est très souvent beaucoup plus long et beaucoup plus chargé qu'une personne qui va être issue peut-être d'un quartier favorisé, ou en tout cas, souvent ces personnes-là vont être ce qu'on appelle des primo-délinquants, alors que celui qui va être arrêté parce que son visage fait qu'on a envie de l'arrêter, souvent il va se faire arrêter, mais derrière il a un casier judiciaire qui est assez long, donc forcément il sera pas traité de la même manière. Nadir. Ouais, non, moi je voulais juste rebondir sur le fait qu'il y a un constat qui se fait, c'est que il y a beaucoup de personnes qui sont des simples citoyens ou pas spécialement issus des banlieues, qui sont souvent emprisonnés sans avoir été jugés. Et quand on voit l'affaire Lactalis, ou des personnes à peu près qui sont dans le même registre, c'est-à-dire où il y a des grosses affaires et des possibilités d'empoisonnement ou de décès,
c'est des gens qui sont toujours en liberté, parce que je pense qu'ils ont quand même les moyens d'avoir des avocats hyper compétents et en clair, la liberté, ça s'achète, quoi. Ouais, voilà. Donc on a cette impression que plus on a de l'argent, plus on a un certain confort vis-à-vis de la justice, alors que quand on n'a pas du tout les moyens, on est souvent maltraité ou directement enfermé en attendant d'être jugé. Maître Magrebi. Oui. Alors non, enfin moi là encore c'est pas du tout comme ça que, en tout cas c'est pas du tout mon interprétation de cette situation. Ce qui se passe entre la personne qui va être placée, placée en prison avant d'être jugée, c'est une personne qui va être en détention. Une personne qui va être en détention provisoire. La différence entre quelqu'un qui va être placé en détention provisoire et quelqu'un qui ne le sera pas, c'est tout simplement quelqu'un qui va présenter de bonnes garanties de représentation. Quand on a de bonnes garanties, on est libre. Quand on n'a pas de garantie, on n'est pas libre. Quelqu'un qui a un travail, qui a un domicile, qui a des garanties, et là, il aura plus de chances d'être sous contrôle judiciaire, il aura plus de chances d'avoir un bracelet, il aura plus de chances d'avoir à pointer devant le commissariat tous les jours, mais d'être libre, qu'une personne qui va être sans travail, sans domicile, en tout cas vérifiable, ou qui aura, comme je le disais, des antécédents qui seront, enfin un casier qui est tellement long qu'on considère qu'il risque de nuire à l'enquête. D'accord. Donc, pour un récidiviste. Et moi j'ai déjà vu beaucoup de, c'est déjà arrivé que je vois des personnes de banlieue, ou d'origine étrangère qui vont commettre de graves infractions, mais vraiment de très graves infractions qui peuvent relever de la criminelle, mais qui ont de tellement bonnes garanties de représentation, c'est-à-dire qu'on a un travail stable, qui ont un domicile, qui présentent vraiment toute une sécurité au juge, qui va faire que il va se dire celui-là ça sert à rien que je le mette en prison, je vais le laisser dehors, je vais pas le laisser dehors totalement libre, je vais le laisser dehors, mais il va avoir un bracelet, il va être assigné à résidence, il va pointer au commissariat une fois par semaine, il y aura des contraintes, ça va pas être sans contraintes, et toutes les personnes qui restent libres le temps d'une instruction, il y a des contraintes. Toutes les personnes qui vont sortir de prison après une condamnation et qui ne vont pas y aller après une condamnation, c'est qu'elles présentent des garanties, c'est-à-dire que pour la justice, on considère que ils méritent qu'on leur laisse une chance. Et pour l'histoire parce que je vous entends, je peux comprendre, mais vous savez aussi quand on parle de l'emprisonnement et notamment des VIP, des personnalités, est-ce que ça existe vraiment ces quartiers où alors des personnalités ou des gens qui ont des moyens sont mis à l'écart des autres détenus et vivent un peu mieux leur emprisonnement? Non. Comment ça, non, Besma? Bernard Tapie, c'est connu, ça. Il y en a d'autres. Ce qui va déterminer le placement, on va dire l'endroit où la personne va être incarcérée, ça va être les risques. C'est-à-dire que si en la mettant avec le monsieur tout le monde du monde carcéral, il risque d'être frappé ou risque d'être mis en danger, forcément on va essayer d'organiser. C'est comme une personne qui est jeune, une personne de 18 ans, quand elle est placée en détention provisoire ou qu'elle est incarcérée à la suite d'une condamnation, on va pas la mettre Normalement, on est censé la mettre dans un centre de détention pour jeunes délinquants. Ouais, on n'est pas censé la mettre avec des personnes qui sont confirmées. Bernard Tapie. Il doit y avoir une hiérarchie dans l'incarcération. Maintenant, je vous dis pas que c'est toujours respecté. Bernard Tapie, quand il a été en prison, il n'a pas bénéficié d'un statut, d'un traitement comme les autres. Il a été en prison VIP quand même, à la Santé, à Paris. Alors, est-ce qu'on peut considérer que la prison, il peut exister une prison VIP et une prison qui n'est pas VIP? Une prison, ça reste un lieu où on est privé de sa liberté, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Oui, certes, d'accord, mais il y a des conditions d'incarcération qui sont quand même pas tout à fait les mêmes pour certaines personnalités quand ils y vont que quand un citoyen de lambda, j'allais dire. Voilà, ça c'est un fait. De toute façon, la France est reconnue pour ne pas avoir de bonnes conditions de détention. Oui, alors je crois qu'elle est condamnée régulièrement. Oui, elle est condamnée d'ailleurs, effectivement. Exactement. Justement. Oui, il y a une surcharge. Besma, on parle beaucoup. Les personnes qui sont censées être seules en cellule, elles se retrouvent à 3-4. C'est justement, on parle de surpopulation en prison et justement au travers des gardiens qui sont en grève en ce moment, qui effectuent des blocages. Alors, on voit fleurir beaucoup de débats sur les prisons à la télé, à la radio. Et alors là, on est en train de pointer du doigt un phénomène grimpant selon beaucoup de médias, de journalistes ou d'observateurs, appelez-le comme vous voulez d'ailleurs. On pointe du doigt la radicalisation en prison. Est-ce que franchement, il faut s'en inquiéter, Besma, toi qui effectues quand même quelques séjours en prison, alors non pas parce que tu as fait des conneries, mais parce que c'est ton métier en tant qu'avocate. Est-ce qu'il y a un phénomène de radicalisation pour lequel il faut s'inquiéter?
Moi, j'ai pas constaté qu'il y avait une radicalisation en prison. Ce que j'ai constaté, c'est que il y a des problèmes en prison. Il y a des problèmes, ça c'est certain. Maintenant, est-ce que c'est uniquement dû à une radicalisation? Non, moi, je sais pas du tout ce que j'ai pu constater. Pas une radicalisation à des prisonniers qui eux sont déjà radicalisés ou sont en lien avec du terrorisme. C'est-à-dire, en règle générale, quand ils sont incarcérés, souvent ces gens-là étaient déjà radicalisés. Donc c'est pas la prison qui va ouais, mais justement, non, c'est pas. Attendez, on s'est pas le fait comprendre. On pointe du doigt le fait justement que des personnes radicalisées essaient de faire la loi, essaient d'imposer un petit peu leur mode de vie aux autres prisonniers, ce qui occasionne, semble-t-il, quelques problèmes et un phénomène qui est en train de s'amplifier. Ça, voilà, c'est ce qui apparaît. Et encore une fois, issu de différents débats que l'on peut regarder, voir, écouter à la télé en ce moment. Moi, si je peux me permettre, Christophe, oui, c'est quelque chose qui existe depuis des années. Hein. C'est comme la radicalisation en dehors. C'est la loi du plus fort, hein. Le plus fort domine. Ouais, voilà, donc qu'il soit religieux ou pas religieux, c'est toujours une question de rapport de force. Non, mais aujourd'hui, on est en train de nous dire que c'est le phénomène qui va être de plus en plus inquiétant. Oui, en liant, si vous voulez, le retour aussi des djihadistes de Syrie et d'Irak, pour qu'ils soient jugés ici, etc. Donc on est en train de nous inquiéter, enfin, on est en train de dire aux Français, messieurs, dames, que le problème principal aujourd'hui dans les prisons, c'est la radicalisation des prisonniers. Ouais, mais ça, Christophe, c'est pour faire peur aux Français et à l'opinion publique. C'est ce que j'allais dire. Mais là, rassurons les Français, hein. C'est pas du tout, les problèmes qui se passent en prison ne sont pas dus à la radicalisation. Les problèmes qui existent en prison sont dus à une mauvaise organisation et une mauvaise gestion je pense, c'est une mauvaise organisation et la surpopulation. C'est surtout ça qui pose problème aujourd'hui en prison, plus que la potentielle radicalisation ou la certaine radicalisation de certains détenus. Comment ça se passe en ce moment, Besma, avec cette grève des gardiens pour aller rendre visite à un client, par exemple? Paraît que c'est très compliqué. Ah bah alors c'est extrêmement compliqué d'aller rendre visite à nos chers clients, et puis c'est également très compliqué de pouvoir les faire juger. Moi hier j'avais un client qui passait en comparution immédiate à Paris, qui a pas pu venir parce que on n'a pas pu l'extraire de sa cellule. Ouais. Donc il n'y a pas d'audience. Il n'y a pas d'audience, oui. En tout cas. Et c'est compliqué parce que pour une personne qui est en détention provisoire parce qu'elle a demandé un délai de réflexion pour préparer son dossier qui est censé durer 10 jours et que là ça fait 1 mois qu'elle est incarcérée, ça pose problème. Et que là il est parti pour encore 1 mois. Ça dérange. Déjà en temps normal, c'est difficile. Déjà en temps normal, déjà c'est compliqué. La lenteur de la justice. Voilà. Au lieu de durer 10 jours, il y était pour 1 mois. Et là, il y est pour encore, je pense, encore 1 mois. Mais finalement, est-ce qu'on a adopté la bonne méthode aujourd'hui où on met les gens un peu facilement en prison? Est-ce qu'il n'y a pas, je sais qu'il y a des propositions qui sont faites sur ce sujet, mais il n'y a peut-être pas un autre moyen que, notamment pour les petites peines évidemment, de répondre de ces actes autrement que de les envoyer en prison. Et d'où aujourd'hui cette surpopulation, et c'est absolument scandaleux quand même. Ce que l'on peut observer. Moi personnellement, je suis contre la prison. Enfin, c'est ma position. Quand je vois le nombre de mandats de dépôt qui sont délivrés en audience, c'est juste effrayant. Des fois, j'ai l'impression que les magistrats délivrent les mandats de dépôt sans se rendre compte des conséquences qu'il y a derrière. Moi la prison ça me gêne parce que oui, en effet, il y a vraiment d'autres moyens qui existent pour pouvoir les punir, et c'est surtout pour pouvoir les aider, parce que le but de la sanction c'est quoi? Le but de la sanction, c'est de leur faire comprendre qu'ils ont commis une bêtise et qu'ils ne doivent pas recommencer et qu'ils doivent se réinsérer. Donc les mettre en prison, généralement, ça les aide pas à se réinsérer. Moi, j'en ai qui sont rentrés en prison, c'était des agneaux, ils sont sortis, c'était des loups. Ouais, parce que la grande majorité est récidiviste. Il y a des statistiques qui le démontrent. Oui, bah oui. Alors, oui, Nadia. Non, moi je voulais poser une question parce que c'est vrai qu'on fait souvent des comparaisons avec l'Allemagne, et je sais qu'en Allemagne il y a bien moins d'employés judiciaires pour traiter ce genre d'affaires. Et est-ce que la solution, parce qu'en France on dit oui, il y a un manque de moyens, bon certes financiers, mais humains, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui, il y a un manque de moyens. Donc surtout humain, parce que mais qui est énorme. L'Allemagne fonctionne avec, je crois, la moitié d'effectifs en moins, et fonctionne aussi bien. Donc c'est vraiment une question de moyens humains. Il y a autant de personnes qui sont incarcérées. Ouais, voilà, c'est ça qu'il faut regarder, c'est les chiffres d'incarcération, faut les comparer, quoi. Parce que là, quand on voit ne serait-ce que le nombre de personnes qui sont en détention provisoire, c'est-à-dire qui sont en attente d'un jugement, c'est effrayant.
Oui, absolument. Les prisons sont pleines, archi pleines. Besma, dernière question par rapport à un sujet qu'on a évoqué lundi. C'est en fait suite à un post de Yasser Louati sur Facebook qui a expliqué avoir reçu beaucoup de témoignages qui allaient dans ce sens. Aujourd'hui, des musulmans, on parle de divorce chez les musulmans et on parle surtout de ces musulmans qui utilisent l'islamophobie pour obtenir la garde des enfants. Et ainsi, Yasser Louati a recueilli beaucoup de témoignages qui allaient dans ce sens, ce qui paraît d'ailleurs un peu schizophrène finalement, de dénoncer ce dont on est victime en permanence et à outrance. Est-ce que toi, sans révéler évidemment les affaires et les personnes concernées, est-ce que toi aussi t'as constaté aujourd'hui qu'on n'hésite plus à sortir la carte islam lorsqu'il s'agit d'obtenir par exemple une garde d'enfants? Pour les couples mixtes? Alors je suis désolée de te dire ça comme ça, mais en effet c'est devenu la nouvelle mode. Ah oui. C'est la nouvelle mode et c'est effrayant. Tu passes devant le juge aux affaires familiales pour demander une ordonnance de protection contre un monsieur ou contre une dame, et ben on va te rétorquer en face, mais c'est normal, attendez, c'est normal que je sois comme ça, la personne elle est complètement radicalisée, elle est complètement elle est dangereuse pour ses enfants, donc faut surtout pas lui laisser. C'est devenu l'argument. Entre musulmans ou pour les couples? Entre musulmans. Bah, entre musulmans dans le couple. Entre musulmans dans le couple, c'est-à-dire que concrètement aujourd'hui, dans une procédure de divorce ou supposons que tu as une personne qui va je vais prendre l'exemple le plus classique, hein, c'est pas une généralité que je fais, mais en règle générale, c'est comme ça que ça se passe. Le mari va violenter sa femme. Oui. La femme va demander une ordonnance de protection, c'est-à-dire qu'elle va demander l'autorisation de rester dans le logement, de garder les enfants et que monsieur parte. Et au moment où on va passer devant le juge et elle va expliquer les violences qu'elle a subies et qu'il y a un dépôt de plainte, il y a une condamnation. Oui. Eh bien, lui, ce qu'il va utiliser comme moyen de défense, et ça depuis le mois de septembre, c'est effrayant le nombre de dossiers que j'ai eu comme ça, où ils vont utiliser comme argument, mais attendez, vous pouvez pas lui laisser la garde des enfants, elle est complètement radicalisée, mais regardez comment elle s'habille, et donc ils produisent même des photos de femmes avec le voile, de femmes qui limite ils vont la prendre en photo en train de faire la prière, et regardez, elle prie. Enfin, c'est effrayant. C'est les hommes qui se plaignent. Oui, c'est les hommes qui se plaignent de la radicalisation de leurs femmes. Ils vont utiliser cet argument contre leurs épouses. Il y a les femmes aussi. Ils vont l'utiliser contre leurs femmes. Les deux. Bon, Voilà. Et du coup, ça pousse. Et moi, c'est là où ça me dérange, c'est que bon. Il utilise cet argument-là en pensant que ça peut être entendu. Bah, évidemment. Il dit ce qu'il veut devant le juge. C'est son argument de défense, Mais moi, ce qui me gêne, c'est qu'il soit entendu. Ouais. Moi, c'est ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que le juge l'entende et que le juge prête attention à ce qu'ils lui disent et que, à la fin, lorsqu'il va rendre sa décision, il va ordonner une enquête. Il va ordonner la saisie du Besma, c'est normal. Attends, c'est normal, Besma, parce qu'on est dans une période, depuis principalement les attentats de 2015 en France, où aujourd'hui, dès que tu parles voile, dès que tu parles barbe, dès que tu parles islam, il y a tout de suite une attention particulière qui est lancée, qui est attendue, et les juges aussi n'échappent pas à la règle avec ce climat ambiant d'islamophobie concernant toutes ces affaires. Donc forcément il y a un contexte, et j'allais dire que le plus grave, au-delà que ce soit les juges qui effectivement entendent ces arguments, le plus grave, ce sont ceux qui les prononcent, parce que ces personnes qui prononcent ce genre d'arguments sont eux-mêmes victimes d'islamophobie. Moi, si je peux me permettre, ce qui est navrant là-dedans, notamment par rapport à la communauté musulmane, comme disait un savant, les premiers ennemis de l'islam sont les musulmans. Donc à travers ces comportements-là, ça conforte un peu cette idée que beaucoup de musulmans ne connaissent pas suffisamment leur religion et en fin de compte ont une attitude qui est similaire à beaucoup d'autres personnes qui ne pratiquent pas ou qui ne pratiquent aucune religion. Et ça, c'est navrant pour l'image de l'islam, mais également aussi par rapport aux enfants. Donc ça marche, cet argument. Et au-delà de ça, moi, ce que j'ai même envie d'ajouter, c'est pas que ça marche, c'est que je vais vous dire, hein, moi, l'argument que j'ai l'habitude l'argument de défense que j'ai l'habitude d'utiliser lorsque je vais avoir un homme qui va dire mais elle est voilée, regardez, il présente des photos. Le voile n'est pas interdit par la loi. Ouais. Le voile n'est pas interdit par la loi. On n'est pas un danger pour ces enfants et les enfants ne sont pas en danger parce qu'on est voilé. Ouais, et c'est vrai qu'il y a On n'est pas un danger pour ces enfants parce que on va se prosterner 5 fois par jour. Pourtant, il y a une loi contre le voile, non? Non, mais il y a dans la sphère privée, le voile n'est pas
n'est pas interdit dans la sphère privée. Oui, mais la bon, vu liberté l'ambiance religieuse aujourd'hui, veut qu'on puisse faire ce qu'on veut. Bien sûr, évidemment. Dans la rue, on fait ce qu'on veut. Maintenant, il y a une loi, bien entendu. On n'a pas le droit de se couvrir le visage. On doit pouvoir être identifiable. Mais le voile en lui-même, en tant que tel, dans la sphère privée et dans la liberté d'aller et venir, tant que le visage n'est pas couvert, ce n'est pas interdit. Voilà. Et on n'a pas le droit aujourd'hui. Enfin, après, je vous dis, c'est leur argument de défense. Et j'espère qu'en tout cas, on n'aura jamais cette motivation dans une décision de justice. On ne va pas aujourd'hui retirer un enfant à sa mère parce qu'elle est voilée ou parce qu'elle fait la prière. Donc cet argument, on n'est pas loin. Ils essayent de provoquer un amalgame dans l'esprit des magistrats, qui est que pour eux, ils essayent de leur faire croire qu'on est radical lorsqu'on porte le voile ou lorsqu'on fait la prière. On n'est pas radical. Ou lorsqu'on porte une barbe. Ou lorsqu'on porte le voile. On est radical lorsqu'on a des positions et qu'on a des comportements qui sont radicaux, qui sont extrémistes. Et on n'est pas un danger pour son enfant lorsqu'on va porter le foulard ou lorsque on va faire la prière 5 fois par jour. Chose que j'ai déjà entendu en audience. L'égalité des sexes est bien équilibrée pour le coup, parce qu'on a aussi bien des témoignages de femmes que d'hommes, pour le coup. Ah oui, absolument. D'hommes accusés d'avoir se laisser pousser une barbe, et donc la femme l'utilise pour obtenir pour le fait que il puisse plus voir ses enfants, etc. Donc cet argument est utilisé par les deux. Mais exactement. Il peut avoir des c'est vraiment ça va dans les deux sens. Après, bien entendu, il y a des situations où, en effet, quand la personne est vraiment, on va dire vraiment radicalisée elle pourrait peut-être avoir des comportements qui seraient dangereux pour l'enfant. Mais là encore, c'est au cas par cas. Au cas par cas. Et c'est pas les arguments, en tout cas, qu'on entend en audience. Moi, les arguments que j'entends en audience, c'est pas ceux-là. C'est pas les situations où vraiment l'enfant va être en danger. C'est des situations où on va pointer du doigt la mère ou pointer du doigt le père parce qu'il aura juste une simple pratique de sa religion. Ou des comportements. Besma, merci, parce que là tu viens en fait finalement de... Bah oui, c'est très intéressant. Besma, il va falloir que tu viennes dans le grand forum bientôt là. Avec plaisir. Ma chère Besma. En tout cas, donc le sujet qu'on a évoqué suite à un message de Yasser Louati sur Facebook. Il a posté ça parce qu'il a effectivement reçu beaucoup de témoignages qui allaient dans ce sens, et il comprenait pas finalement qu'on puisse utiliser un tel argument alors que ces mêmes personnes en sont victimes, j'allais dire, et régulièrement. Il y a qu'à allumer sa télé ou écouter la radio de temps en temps. Cet argument est de plus en plus utilisé, et tu nous confirmes aujourd'hui en tant qu'avocate. Je vous confirme que devant le juge aux affaires familiales, c'est effrayant. Voilà. Je vous confirme. Depuis septembre, c'est effrayant. Bon, grave. Merci beaucoup en tout cas, Besma Maghrebi. On te retrouve samedi sur France Maghreb 2, puisque tu réponds tous les samedis entre 15h et 16h très gentiment et très consciencieusement aussi aux questions des auditeurs dans ton émission Par les droits de 15h à 16h, et puis accessoirement de temps en temps dans l'émission LGF, ma chère Besma. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi Christophe, bonne fin d'émission. Merci maître, au revoir. Bon, on a appris plein de choses, mon cher Nadir. C'est bien ça. Quand t'as des gens compétents dans leur domaine, je suis effaré par ce comportement effectivement de musulmans qui utilisent l'islamophobie. Moi, ça m'effraie quand même. Ouais, mais Christophe, faut pas oublier que les musulmans avant tout, ce sont des êtres humains, donc ils ont des faiblesses comme tout le monde. Ce qui est triste, c'est qu'ils utilisent leur propre religion à des fins personnelles et qui tombent un peu dans ce combat qu'on mène tous, c'est-à-dire de lutter contre les actes ou les propos anti-musulmans ou ce qu'on appelle islamophobie. Donc c'est des gens qui tombent dans leur propre piège, malheureusement. Et comme je disais tout à l'heure, ça se rajoute un petit peu à la situation et malheureusement à l'état de la communauté musulmane en France et un petit peu partout dans le monde. Un petit tour du côté du standard, peut-être en réaction avec ce que l'on a évoqué avec Besma Maghrebi, maître Maghrebi Mansouri. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Myriam de la Marne. Bonsoir à vous, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir Myriam. Ça va, il paraît que ça, c'est inondé là vers chez vous aussi, non? Alors ça dépend des coins. C'est vrai que les petits villages où il y a des cours d'eau, des choses comme ça, c'est en ce moment c'est assez humide. Ouais. Bon, courage en tout cas. Voilà, ça se passe là où j'habite. Je ne suis pas. La Seine, elle monte dangereusement là. Sachez-le quand même. On a une petite pensée d'ailleurs, notamment pour les habitants de Villeneuve-Saint-Georges, qui deux quartiers, je crois, ils sont obligés d'évacuer. Enfin, c'est une catastrophe. Myriam, qu'est-ce qui se passe? Oui. Alors en fait, moi je voulais réagir parce que ces jours-ci, vu qu'on était dans le sujet un peu justice, droit, ces jours-ci au niveau média, il y a beaucoup aussi d'informations concernant la position un peu de l'État français concernant les personnes qui sont les ressortissants français qui sont allés en Irak ou en Syrie. Oui, absolument. Et qui sont certainement dans les mois ou les semaines à venir susceptibles d'être jugés, voire d'être condamnés à mort.
et de voir un petit peu aussi la position de la France, qui normalement, quand il y a des ressortissants français un peu dans le monde entier qui seraient susceptibles d'être condamnés à mort, d'avoir des positions justement de se battre pour ces ressortissants pour ne pas que des ressortissants français soient condamnés à mort. Et là, ces derniers jours, la ministre de la Justice qui faisait comprendre en fait que la France n'interviendrait pas et laisserait ces personnes un peu se faire juger, leur sort, que ce soit en Syrie. Alors moi, ça Myriam, me pose des questions quand même. Ne bougez pas, on revient dans un instant si vous voulez bien. On peut peut-être ouvrir ce débat si vous voulez, il n'y a pas de problème, on fera avec vous dans un instant. Ne bougez pas, on se fait la pub rapidement. On est de retour avec vous dans un instant, à tout de suite. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous avec monsieur Nadir Kaya sur France Maghreb 2 jusque 18h avec vous, chers amis auditeurs. Je vous rappelle la question du jour. Existerait-il une justice à deux vitesses en France après les ouvertures d'annexes de tribunaux au bord des pistes de l'aéroport de Charles de Gaulle? Un nouveau pas a été fait vers la justice d'exception avec des audiences non seulement délocalisées, mais également par visioconférence. Les syndicats de magistrats et d'avocats, notamment, dénoncent l'illégalité de ces audiences. Est-ce un pas de plus vers une justice d'exception? Selon vous, vous répondez à cette question, bien sûr, sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Et pour l'instant, vous répondez oui en majorité sur Twitter à 80%, 74% sur Facebook France Maghreb 2 pour voter, Facebook et LGF officiel sur Twitter. Nous étions avec Myriam juste avant la pause du côté de la Marne. Myriam est toujours là. Et oui. Myriam s'interrogeait sur le fait que l'on parle beaucoup en ce moment justement de ces retours des djihadistes, de terroristes, appelez-le comme vous voulez d'ailleurs, qui sont effectivement partis rejoindre les différents groupes terroristes en Syrie et en Irak. On s'interroge donc concernant leur retour et on a l'impression aujourd'hui, je suis assez d'accord avec vous Myriam, que en écoutant un petit peu les officiels de ce pays, qu'ils veulent pas s'embarrasser et que pour l'opinion publique, qui est d'ailleurs, il faut le dire, largement favorable à ce qu'ils soient jugés dans les pays où ils se trouvent, à savoir en Irak ou en Syrie. Sachez d'ailleurs pour info qu'il y a eu une première condamnation à mort, c'est une Allemande d'origine marocaine qui a été arrêtée, je crois que c'est en Irak, oui c'est ça, et elle a été condamnée à mort. Alors le problème qui peut se poser, c'est que la France, la peine de mort évidemment, on l'a abolie depuis plus de 25 ans, 30 ans maintenant. Plus de 30 ans, c'était en 81. Ça pose un problème, ça veut dire qu'on accepte, que la France accepte que des ressortissants français soient condamnés à mort dans d'autres pays. Ça peut poser un problème à ce niveau-là. C'est ça que vous vouliez signifier, Myriam ? Tout à fait. Et récemment, je regardais un reportage où un ressortissant français dans un pays, je crois en Amérique latine, était condamné à mort par rapport à un trafic de drogue. Et les officiels, les diplomates se battaient à ses côtés pour essayer justement d'éviter la condamnation à mort. Et se mettaient, regardaient le côté ressortissant français, le fait que les politiques représentent la France, donc pays des droits de l'homme, et que là c'est complètement contradictoire. Donc pour certains ressortissants, on se met debout pour essayer de leur faire éviter la peine de mort. Ouais. Et puis pour d'autres, on dit même un petit peu à demi-mot que finalement s'ils étaient éliminés là-bas, ce serait pas plus mal. Alors moi je trouve ça choquant pour un pays dont les hommes politiques n'arrêtent pas de donner des leçons de morale par rapport aux droits de l'homme un petit peu partout dans le monde. Et puis en fait, là, il y a une position où finalement la justice n'est plus respectée. Et moi, ça me pose sincèrement un gros problème. Ou bien quand on parlait aussi il y a peu de temps des éliminations, les assassinats autorisés, commandités par les chefs d'État, les présidents de la République. Qu'est-ce que ça donne comme message dans l'esprit du citoyen, tout à chacun, que finalement certains ont le droit de tuer, et puis qu'au niveau de la justice, certains ont le droit de mourir, et puis d'autres ont le droit d'être défendus. Myriam, votre position personnelle à vous, Myriam, est-ce que vous êtes pour le retour de ces personnes pour qu'ils soient jugés ici en France ? Alors moi, je serais peut-être pour qu'on aille dans le fond des choses et voir un petit peu aussi, parce que je pense que de toutes les personnes qui sont parties, il y a un gros panier de gens qui sont partis, et peut-être pas toutes pour les mêmes raisons. Il y en a qui sont allés au tout début un petit peu peut-être, qui ont été floués au niveau du conflit sur place, qui pensaient peut-être soutenir les fameux rebelles syriens. Il y en a d'autres qui ont été pour des raisons humanitaires. Il y en a qui se sont retrouvés là-bas, peut-être qui ont été endoctrinés, qui se sont retrouvés puis qui sur place ont peut-être voulu changer d'avis et se sont retrouvés piégés. Donc je me dis qu'à un moment donné, si on fait pas, on n'éclaircit pas le pourquoi du comment, il faut vraiment chercher à savoir si les gens ont du sang sur les mains en fait.
Ouais, a priori, beaucoup en tout cas de Français partis là-bas sont partis pour combattre. Enfin, peut-être pas au départ, mais en tout cas une fois là-bas, on n'a pas eu d'autre choix que de combattre. Voilà, donc finalement, moi je suis assez effaré et étonné en même temps. C'est une question que je me pose comme ça, j'allais dire de manière ouverte avec vous cet après-midi. Je suis assez étonné que des familles, alors peut-être que c'est le cas et que je l'ignore, et dans ce cas je vous prie de m'en excuser, que des familles n'aient pas porté plainte contre l'État français. Pourquoi ? Parce que pendant plus de 2 ans et demi en France, notamment on a motivé les gens aussi. Non, mais au-delà de la motivation, on a surtout permis à ce que des mineurs puissent quitter le territoire français sans aucune autorisation paternelle. Parentale, je veux dire. Donc ça a existé de 2012, il me semble, fin 2012 à 2015. Voilà. Et pourquoi il n'y a aucune famille qui a porté plainte contre l'État français pour ça ? Parce que c'est une faute. Je veux dire, de laisser sortir du territoire des mineurs pour aller dans des zones de guerre. Voilà, ils ont pu le faire en toute tranquillité, sans inquiétude, pendant 2 ans et demi, Nadir. Ça, c'est un problème, ça aussi. C'est un problème. Moi, je voudrais revenir sur le début de l'intervention de Madame. Moi, ma position vis-à-vis de ces Français qui reviendraient de guerre. Après, je pense qu'il faut faire le distinguo entre ceux qu'on a attrapés avec les armes à la main et qui ont éventuellement du sang sur les mains. Moi, personnellement, pour ces gens-là, je suis pour qu'ils soient jugés là-bas, et je pense que c'est la loi comme ça. On respecte les lois du pays. Ouais. Moi, je suis contre l'ingérence de la France à tous les niveaux. C'est vrai qu'après, en termes de diplomatie, elle peut intervenir et peut-être chercher la clémence, notamment pour les familles de ces guerriers. Moi, je les appelle des guerriers. Après, que ce soit des guerriers dans le bon sens ou pas, c'est autre chose. Mais c'est les gens qui sont partis pour faire la guerre, notamment ces hommes-là, s'ils sont attrapés, pour moi, ils doivent être jugés par la justice du pays auquel ils ont affaire. Ouais. Après, c'est du cas par cas. C'est vrai que pour les femmes et les enfants, notamment les femmes qui sont en Syrie, Nadir, quand tu te fais choper par les Kurdes, ils ont pas d'État, les Kurdes, et ils vont être jugés comment? Non, t'inquiète, là, ils sont en train de négocier avec la France tranquillement, parce que je te rappelle que les Kurdes maintenant, ils ont un différend avec les Turcs. Ah oui. Et militairement, la Turquie maintenant va imposer certaines choses. Et puis, je pense que tu as vu un petit peu l'actualité depuis 2-3 jours. Elle s'est imposée militairement. Elle est sur le terrain, donc je pense qu'elle va régler un petit peu le souci qu'elle a avec ces Kurdes. Donc la France, on sait qu'elle est en train de négocier certaines choses. Bon, c'est à tout honneur, hein, surtout notamment pour les femmes et les enfants qui n'ont pas souhaité faire la guerre, mais qui ont suivi, pour certains, même volontairement, et pour d'autres bêtement, leur mari. Ouais. Ils sont avant tout français. Donc je pense que la France, oui, diplomatiquement, elle peut demander leur retour et puis après s'arranger avec eux quand ils reviennent, à savoir de quelle façon ils étaient là-bas. Mais pour les hommes qui sont partis en guerre et qui sont attrapés avec les armes à la main, je pense qu'il faut les juger là-bas. C'est le respect des pays. Donc à ce niveau-là, on ne doit pas intervenir. Ouais. Voilà, je fais le distinguo entre les deux. Bon. Myriam, merci beaucoup en tout cas pour votre avis et n'hésitez pas à revenir, évidemment, vous êtes chez vous ici. D'accord, en tout cas un grand merci à votre équipe et puis à vos programmes qui sont vraiment sympas. Merci Myriam, bonne journée en tout cas du côté de la Marne. Vous nous écoutez sur le 91.3, notamment à Reims. Oui, c'est bien ça, à Reims, 91.3. Bon, mon cher Nadir, est-ce qu'il est prêt? L'avis tranché? Bah oui. Il est au placard depuis des mois et des mois, et comme je te dis, il est toujours d'actualité. Il est plus que prêt. Toujours d'actualité. Avant de prendre vos appels dans un instant, bien sûr. Alors écoutez bien l'avis tranché, messieurs dames, parce que on vous demandera d'ailleurs si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'avis. C'est d'où le but de l'avis tranché de Nadir Kaya dans un instant. On va parler de déradicalisation. Tiens, ça tombe bien, mais pas forcément de ce que vous croyez. À tout de suite, jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Effectivement, Nadir Kaya va nous parler aujourd'hui de déradicalisation, mais pas forcément de ce que l'on croit, Nadir. Précision. Tout à fait, pas dans le sens où on entend depuis des mois, voire des années maintenant. Moi, je sais, c'est un avis tranché sous forme de coup de gueule, et notamment sur le fait de vouloir déradicaliser les extrémistes que j'appelle républicains, qui sont souvent nos élus. Je suis fatigué de taper aux portes des institutions pour obtenir la redistribution d'une partie de nos impôts pour des projets associatifs qui sont d'utilité publique, car ils participent au vivre ensemble, au faire ensemble et donc à la cohésion sociale. La France, sans ses millions d'associations et de citoyens engagés, ne pourrait pas supporter toutes les incohérences, les abus de beaucoup de politiques et de certains gouvernements qui nuisent à notre société, à nos valeurs et à notre devenir. La France du 2 poids 2 mesures, voilà ce qui dégoûte ces privilégiés à n'en plus finir et digne des monarchies les plus archaïques, ces promesses non tenues, ces leçons de morale, mais surtout ces augmentations de salaire dès leur prise en fonction, ces conflits d'intérêts répétitifs entre les politiques et la finance, les médias et autres sphères dominantes. Sans oublier cette pratique sournoise qu'est le clientélisme de certains maires de banlieue qui, pour préserver un fauteuil,
et des amis s'arrangent avec des personnes à l'éthique douteuse, favorisent des associations aux façades pour mieux régner et ainsi empêcher les associations indépendantes de se développer et quelque part de faire de l'ombre sur le terrain, comme le soutien scolaire, la conscientisation citoyenne, l'entraide, la culture, l'art, etc. Mais cela ne suffit pas. Ils pratiquent la politique de la terre brûlée ou encore le rapport de force par des moyens violents et parfois dignes du grand banditisme, surtout en période électorale. Sans parler du réseau d'informateurs qui alimentent et entretiennent, qu'ils entretiennent dans les mairies et dans nos cités. Ils préemptent tous les terrains, les locaux vides ou abandonnés pour ne rien laisser comme possibilité d'installation. Ils font aussi croire à l'adhésion à des causes internationales comme celle de la Palestine. Bref, ils sont prêts à tout pour obtenir et garder leurs privilèges et leur pouvoir de petits rois. Et comme il faut souvent des preuves aux propos qu'on tient, voici un petit échantillon de condamnations prononcées par la justice envers des élus et des responsables politiques qui ont gouverné ou qui gouvernent encore. Ce rappel est nécessaire pour comprendre ce coup de gueule et cet appel citoyen. Trafic d'influence, prise illégale d'intérêt, corruption, délit de favoritisme, abus de confiance, escroquerie, diffamation, détournement de fonds, emploi fictif, licenciement abusif, abus de biens sociaux, fraude fiscale, recel d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, fausses factures, blanchiment d'argent, harcèlement sexuel, agression sexuelle et viol, coups et blessures, proxénétisme aggravé, proposition sexuelle à un mineur de 12 ans, harcèlement, bon bref, il y en a tellement que je ne vais pas tous les citer. Voilà, la France est une république qui ne peut vivre et s'émanciper que par l'implication au quotidien de nos valeurs, l'application au quotidien de nos valeurs et du respect des lois et des hommes. Voilà, c'est pour dire qu'il faut savoir aussi déradicaliser ces élus qui nous gouvernent et qui nous donnent des leçons à longueur de journée. Et ben voilà, un appel lancé par Nadir Kaya en direct sur France Maghreb 2, en vidéo sur Facebook. Christophe, le grand forum. Est-ce que vous partagez cet appel de Nadir Kaya à l'appel à déradicaliser donc tous ces hommes politiques ou hommes publics, hommes ou femmes d'ailleurs publics condamnés tu nous as fait un petit peu la liste, c'est impressionnant d'ailleurs. J'ai pas tout fini hein. Oui. Il y en a beaucoup hein. Oui, alors tiens, on va prendre en direction du standard. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonjour à toute votre équipe. Bonsoir, votre prénom? Nasser de Paris. Majid, c'est ça? Nasser, pardon, Nasser. Est-ce que vous êtes d'accord avec Nadir sur le fait de déradicaliser toutes ces hommes et femmes Tout à fait, 100%, il a tout dit, au fait, il a tout dit. C'est stricte vérité. Eh bien, merci beaucoup. Ouais, je voulais aussi intervenir par rapport à votre question. Vous savez, quand il y a eu les soldats israéliens, franco-israéliens, qui ont été en Palestine, ils ont tué les Palestiniens et tout ça, ces gens-là, on les a jamais jugés. Eux, ils ont tous les privilèges, bien sûr. Et comme par hasard, les autres, on doit les tuer, et les autres, ils doivent... Je comprends pas. Il y a des choses que j'arrive pas à comprendre, Christophe. Dans ce pays, je sais pas. Je commence à douter de plein de choses. Je sais pas. Oui. Quelque chose. Oui. Qu'est-ce qui te fait penser à quoi, Nadir? Je vais abonder un peu dans le sens de monsieur. Tu sais, quand on parlait de ces Français qui reviennent de Syrie ou d'Irak et les considérer comme des terroristes, et bon, bref, on voit le débat qu'il y a eu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des franco-israéliens qui partent en Palestine, qui tuent et qui reviennent tranquillement. Voilà, donc tu vois, on dit ces gens-là, il faut les juger parce que c'est des gens qui ont retourné leur âme contre la France. Bon, oui, mais attendez, faut pas tout confondre. Là, c'est dans le cadre d'un service militaire qu'ils vont faire en Israël. Oui, un service militaire, mais pour beaucoup d'entre eux, il y en a même qui se sont vantés, il y a même des hommes très connus en France qui se sont vantés d'avoir tué des gens, et notamment des Palestiniens. Et ils n'ont pas tué des gens pour la France, hein. Ils ont tué des gens pour un autre pays. Donc c'est un peu similaire à ces gens qui partent faire le djihad ou faire ce qu'ils veulent ailleurs et qui tuent sur d'autres territoires. Je pense qu'il faut considérer ces Français qui partent à l'étranger tuer des gens dans une guerre qui n'est pas une guerre qui concerne la France. Donc il faut savoir aussi être impartial et puis regarder aussi ça de près, parce que je pense que même si ça dérange beaucoup, ce sont des Français ou des franco-français. Excusez-moi, mais pour moi c'est la même chose, quoi. Il doit être jugé aussi. Ouais, mais bon, après, voilà. Tu sais, il y a des gens qui vont dire Israël, c'est une démocratie. Bon, après, les Palestiniens, ils ont le droit de les tuer tranquillement et revenir en France. Et en plus, il faut savoir que les Français peuvent même financer l'armée israélienne de Tsahal et ils sont déductibles des impôts. Je sais pas si les gens le savent. Oui, bien sûr. Bon, il y a des histoires comme ça, donc quand on entend ça. Merci Nasser, en tout cas.
ça c'est un autre problème. Ouais, merci Nasser. Je vous remercie, surtout continuez Christophe et ne lâche jamais. Ah, c'est pas le genre de la maison de lâcher. Et je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Merci beaucoup. On y arrivera. Vent contre terre. 01 40 33 9000. Ali qui est de la partie aussi. Ali. Oui. Bonsoir Ali. Bonsoir Christophe, bonsoir à ton invité, à tous les auditeurs. Bonsoir. Alors Ali souhaitait s'exprimer sur le retour des terroristes de Syrie, d'Irak. Oui. Donc pour reprendre un petit peu là sur les franco-israéliens partis tués du palestinien et revenir en France normalement quoi. Ça j'appellerais ça des terroristes qui ont été légalisés, officieux. Et les terroristes, les djihadistes là, c'est des faux musulmans en vérité, ils n'ont rien à voir avec l'islam. C'est une secte qui vont tuer du Syrien et revenir. Ceux-là ils sont considérés comme des terroristes, mais officiels terroristes. Ah bah oui, donc il y a deux poids deux mesures. Ce que je voulais dire sur les terroristes, les djihadistes pseudo-musulmans qui partent en Syrie. T'as levé vraiment quelque chose, le lièvre, Christophe, en disant que depuis 2012 à 2015, l'État français a permis à des mineurs de quitter la France pour aller... Je suis étonné, Ali, je suis étonné qu'aucun journaliste n'en parle, aucun journaliste ne pose la question aux personnes concernées. Français dans l'embarras. Bah oui. Pourquoi il n'y a pas de questions posées là-dessus, par exemple à Manuel Valls, qui était Premier ministre, qui a été ministre de l'Intérieur. Pourquoi il n'y a pas de questions posées, je sais pas, mon ministre de la Justice de l'époque, qui était Christophe, si je veux aller dans le fond du tiroir, il y a eu, je dirais, il y aurait eu au conditionnel, il y aurait eu une volonté politique à ce que des personnes, des salafistes quittent la France pour vider la France du salafisme, pour que ces gens-là, une volonté politique, ces gens-là aillent en Syrie, déstabiliser la Syrie pour la géopolitique dont l'État français de l'époque et peut-être actuel, je sais pas, des Américains, des Israéliens, des Saoudiens, des Qataris, des Turcs puissent dans cette géopolitique de déstabiliser la Syrie. Alors, donc, ça, c'est ta lecture. C'est salafiste, il faut vider les pays européens des salafistes. On leur a permis de partir. Ali, c'est ta lecture. Moi, j'irai pas jusque là. Juste, je poserai des questions aux personnes concernées. Pourquoi, effectivement, pendant 2 ans et demi, il a été permis en pleine, j'allais dire, en pleine guerre en Syrie et en Irak, permis à des mineurs de quitter le territoire sans autorisation parentale. Pourquoi? Voilà, la question elle est toute simple et qu'il nous explique et qu'il s'explique là-dessus. Et j'invite tous les journalistes, si tant est qu'il y en ait qui nous écoutent et qu'il en reste encore dans ce pays, eh bien, à poser la question. Si toutefois ils ont Manuel Valls comme il fait la tournée des médias en ce moment, ce serait bien de lui poser la question quand même, parce que à lui qui nous sort la carte, et on va en parler d'ailleurs de Manuel Valls dans un instant, mais qui nous sort en permanence. Moi j'ai compté hier, je me suis dit tiens, je vais regarder Manuel Valls. C'est pas moi, c'est les autres. J'ai compté, je me suis dit à partir de combien de minutes il va nous parler de radicalisation, d'islam. 4 minutes 30. 4 minutes 30 sur une interview de 20 minutes, il a parlé de radicalisation. Mais Christophe, maintenant, ces politiciens là, ils essaient de se blanchir en fait, en se mettant comme le terrorisme, il faut le combattre et tout ça, mais pendant toute la déstabilisation de la Syrie pendant 7 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis de l'huile sur le feu, ils ont carrément participé à cette déstabilisation selon les informations qu'on a sur Internet, à la télé, etc. Et donc maintenant ils essaient de se blanchir, comme quoi il faut combattre le terrorisme. Mais ils nous prennent pour qui? Ils nous prennent pour des bœufs ou quoi? Merci Ali. Et ça marche, ça marche. Oui, ça marche très bien. Merci beaucoup Ali en tout cas. 01 40 33 9000, beaucoup d'appels cet après-midi. On vous accueille en tout cas. Samir de Champigny, salut. Ouais, bonsoir. Bonsoir Samir, qu'est-ce qui se passe? Ouais, moi je voudrais parler sur ce qu'il a dit Nadir, Je suis 100% avec lui, Parce que moi j'ai assisté à un truc de corruption sur un logement social. Ouais. Un personne qui donnait entre 2 et 3 000 euros en espèces dans une enveloppe. Ouais, un mec de général, ça arrive souvent, pour avoir un appartement social. Donc tous ceux qui font des demandes d'appartements sociaux, normalement, en règle, vous l'aurez jamais. Arrêtez de rêver, quoi. Vous l'aurez jamais. Vous l'aurez dans 10 ou 15 ou 20 ans même. Ça me fait penser, vous savez. Il faut lâcher une enveloppe entre 2 et 3 000 euros. Et vous aurez tout de suite un logement social. Voilà ce que j'avais à dire. Samir. Il y a des histoires comme ça. Non, après, faut pas généraliser, mais il y a beaucoup d'histoires comme ça. Ça fait penser à quelque chose de particulier. Vérité, j'ai des preuves. Non, mais il n'y a pas de problème, Samir. Je ne remets pas en cause ton témoignage. C'est pas du tout. C'est que ça me fait penser à autre chose. Permets-moi. Ma sœur, elle a payé 2 000 euros pour avoir un appartement tout de suite. Permets-moi juste d'absolument pas remettre en cause tes propos. Samir,
Allez, bonne soirée. Merci Samir. Non, mais je ne remets absolument pas en cause ton témoignage. Ça me rappelle quelque chose de très précis, ce qui s'est passé. Je me suis moi étonné de voir que dans la circonscription où se présentait Manuel Valls, il puisse gagner cette circonscription qui est quand même habitée pour la plupart des gens issus d'origines diverses. Tu vois ce que je veux dire? Évry, Corbeil, etc. Hein, c'est des gens qui sont pas très white. Ouais. Alors, en fait, j'ai interrogé certaines personnes qui m'ont dit en off, mais attends, mais c'est absolument pas, comment je vais dire, étonnant. Je dis ah bon, pourquoi? Bah, il me dit parce que Manuel Valls et tous ceux qui officient à côté de lui achètent, s'il y a du clientélisme, et les principales personnes qui sont normalement contre Valls et ses positions et sa politique, eh bien participent aussi pour avoir un logement, pour avoir ceci, cela. Donc il y a du clientélisme et c'est comme ça que beaucoup d'hommes politiques gagnent des élections et des circonscriptions qui pour l'heure paraissent ingagnables. Et ben voilà comment ça se passe dans le pays. Donc alors il y a évidemment l'homme politique qu'il faut dénoncer, mais il y a aussi ceux qui participent à ce genre d'escroquerie, hein, du clientélisme, qui pour un logement ou pour un travail, je te donne ma voix. Bon bah voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et après ça vient gueuler contre la personne qui a été élue. Bah voilà. Allô, qui est là? Allô? Il n'y a plus personne. 01 40 33 9000 évidemment si vous souhaitez nous appeler, bien sûr. Alors, on va passer à un sujet dans un instant. On va se faire la pub comme ça, on va s'en débarrasser direct. On va parler de Manuel Valls, tiens, justement, parce qu'il était l'invité hier de Bourdin. Et il a fait une déclaration à propos de Jérusalem qui va un petit peu à l'encontre de la diplomatie française. On a l'impression qu'après avoir essayé d'obtenir un poste au sein du gouvernement, d'avoir rejoint la République en marche, d'avoir tout fait pour essayer d'obtenir un poste, finalement il s'aperçoit qu'il n'a plus rien et qu'il n'arrive à rien avoir. Donc maintenant il commence à retourner sa veste. J'allais dire, il la retourne depuis de nombreuses années et de tous les côtés. À force, il n'aura même plus de pantalon, Manuel Valls. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en ce mercredi. Oui, vous êtes de plus en plus à nous écouter, ça nous fait bien plaisir d'ailleurs. Chaque jour entre 16h et 18h, la grande France Maghreb de Family qui vous donne rendez-vous tous les jours entre 16h et 18h avec Nadir Kaya en ce mercredi après-midi pour commenter l'actualité, et un auditeur aussi avant de l'accueillir. Je vous rappelle la question du jour que l'on vous pose aujourd'hui sur Facebook et sur Twitter. Existerait-il une justice à deux vitesses en France après les ouvertures donc d'annexes de tribunaux au bord des pistes de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle? Un nouveau pas a été fait vers la justice d'exception avec des audiences non seulement délocalisées mais également par visioconférence. Les syndicats de magistrats et d'avocats notamment dénoncent l'illégalité de ces audiences. Est-ce un pas de plus donc vers une justice d'exception selon vous? Vous répondez à cette question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Et pour l'instant vous êtes 80% sur Twitter à penser que oui, 74% sur Facebook. Vous continuez de voter bien sûr. Facebook France Maghreb 2, Twitter LGF officiel. Omar de Aulnay-sous-Bois qui souhaite réagir à ton avis tranché mon cher ami Nadir. Bonsoir Omar. Exactement, bonsoir, salut Nadir. Alors j'aurais deux questions très courtes et je vais raccrocher, je vais écouter tes réponses parce que je suis un peu occupé. En fait, indépendamment du fait que je sois d'accord sur ton avis tranché, aujourd'hui le mot radicalisation ou déradicalisation, il est souvent associé à terrorisme. Et là on voit dans ton avis tranché qu'il n'est pas du tout question de terrorisme. Donc moi mes deux questions en fait c'est, est-ce que déjà c'est une provoque d'avoir employé ce terme? D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a employé pour dire qu'il y avait une radicalisation de la laïcité. Oui. Et la deuxième, c'est une question un peu bête. En fait, il signifie quoi le mot déradicalisation? Parce qu'il est tellement associé à terrorisme aujourd'hui que quand on l'emploie en dehors de ce sujet, il y a forcément un écho du mot terrorisme. Donc j'écoute. Bonne question Omar, merci beaucoup. Alors, tu l'as fait par provocation, on va dire? Oui, bien sûr qu'il y a de la provocation, mais il y a surtout de la colère, parce que quand j'emploie ce mot, bon, c'est volontaire, parce que quand on voit aujourd'hui comment, à quelle fin il est utilisé, toujours pour stigmatiser les mêmes, parce que le comportement de ces gens-là, il est nuisible et c'est de la gangrène, parce que on a grandi dans ces quartiers populaires et on l'a vu, ce clientélisme. Et c'est un clientélisme qui est vicieux, parce que il n'est pas autant visible que ce qu'on essaie de montrer à travers les extrémistes, mais il est aussi nocif.
parce qu'il y a tout un ensemble de générations qui a succombé à cette façon de pratiquer la politique, qui se sont désintéressés. Pour certains, il y a même eu des histoires très violentes par rapport à des comportements comme ça. Donc, quand j'emploie ce terme-là, c'est vraiment pour la provocation, mais c'est un terme qui est à la hauteur de ce qu'ils font. Parce que, bon, moi j'ai un certain âge, mais ça fait 30-40 ans que ça existe dans les quartiers, le clientélisme, le favoritisme, la politique par le bas. Donc c'est quelque chose d'hyper violent, notamment quand on voit un petit peu ce qui se passe à travers les budgets, à travers aussi l'islam médiocre, parce que le clientélisme c'est pas que de corrompre des individus et d'encaisser de sous de table pour avoir des appartements, c'est aussi cette responsabilité qu'ils ont dans la promotion d'un islam médiocre. Ils ont favorisé cet islam et aujourd'hui ces gens-là se mettent dans une posture de victime et même ils passent à la télé en expliquant on ne comprend pas comment c'est venu, alors qu'ils l'ont vu venir comme nous on a vu venir un certain islam dans les années 90 et avec certaines personnes, moi j'ai de très bons souvenirs où on essayait de mettre en place un islam des Lumières à travers des initiatives assez belles et nobles et on avait des refus parce que de l'autre côté ces politiques s'arrangeaient avec des barbus pour avoir une certaine paix et puis laisser progresser cet islam qui aujourd'hui fait des dégâts et qui nous explose à la figure. Voilà pour la réponse, Omar, j'espère qu'elle te satisfait, et auquel cas n'hésite pas à nous rappeler si tu veux plus amples informations bien sûr sur l'interpellation faite à l'encontre de Nadir Kaya et de son abus tranché que vous pouvez revoir d'ailleurs pour ceux qui ne l'ont loupé sur Facebook, Christophe Le Grand Forum, vous allez pour ce faire. Allez, on enchaîne avec quelques petites brèves, l'actualité du jour, mon ami Nadir, auditrice auditeur, c'est l'ouverture du procès de Jawad Ben Daoud devant le tribunal correctionnel de Paris. Il s'agit d'un premier procès en lien avec les attentats du 13 novembre qui avaient fait 130 morts, je le rappelle, à Paris en 2015. Âgé de 31 ans, Jawad Ben Daoud comparaît pour avoir fourni l'appartement de Saint-Denis dans lequel Abdelhamid Abaoud s'était replié. C'est là qu'il avait ensuite été abattu par la police. Les débats tourneront autour de ce que savait ou non Jawad Ben Daoud. Les personnes qu'il logeait, il encourt 6 ans de prison pour Jawad Ben Daoud. Beaucoup de ce matin se demandaient si avec la grève des gardiens de prison, il allait pouvoir être transféré. Finalement, ça s'est bien passé visiblement. Et on commençait d'ailleurs à poindre chez certains politiques ce matin lors des interviews des matinales. On ne voit pas comment les gardiens pourraient empêcher Jawad Ben Daoud de venir à son procès. Ça serait vraiment très mal perçu, très mal vu. Voilà. Ça a dû se négocier en off, je te le dis. Ah bah certainement. Parce que les mecs étaient vraiment déterminés pour bloquer, et comme par hasard, on voit les CRS qui sont là tranquillement, qui ont un cordon de sécurité, le camion sort tranquillement de la prison et se dirige. Je pense que ça a été négocié, peut-être s'arranger un petit peu sur la situation. Autre actualité, en bref aussi, c'est le coup de l'envoi de la réforme du bac qui est donné aujourd'hui. Un rapport sur le sujet est remis au ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Sa mise en place n'interviendra pas avant 2021. Parmi les pistes explorées, moins d'épreuves finales, plus de contrôle continu et l'instauration d'un grand oral, notamment. Pour ou contre, Nadir, d'ailleurs, par cette petite réforme qui se prépare, enfin petite et grande réforme pour les futurs bacheliers. Ouais, je pense que c'est plus quelques petites mesures, c'est pas une réforme en profondeur. Après, faut voir avec les différents... On parle de la suppression des rattrapages, notamment. Ouais, le grand oral, pourquoi pas. Il y a peut-être des gens qui sont plus à l'aise. Après, c'est toujours pareil. Il faut voir avec les différents syndicats, que ce soit les profs, les étudiants, s'ils ont donné leur avis, s'ils ont été consultés, c'est toujours pareil. Et si c'est le cas et que tout le monde est d'accord, pourquoi pas. Mais par contre, si c'est pas le cas, là, ça pose encore un problème. Ça voudrait dire que les politiques font toujours ce qu'ils veulent et méprisent un petit peu les vrais experts du terrain. Et puis c'est aussi une réforme qui est en cours, c'est donc de la Constitution, objectif réduire le nombre de parlementaires, introduire une dose de proportionnelle aux élections législatives ou encore limiter le nombre de mandats dans le temps. Pour ce faire, Emmanuel Macron a besoin d'un vote au 3/5 du Parlement réuni en congrès. Toute la question est de savoir si sénateurs et députés vont réussir à trouver un compromis et des négociations sont en cours et chacun fait monter les enchères évidemment. Peut-être en saura-t-on un peu plus sur leur contenu cet après-midi. Gérard Larcher, le président du Sénat, va présenter ses vœux cet après-midi. Donc on en saura peut-être davantage. En tout cas, ça c'est une grande réforme aussi qui est attendue et était promise par Emmanuel Macron lors de sa campagne. Alors, on va s'attaquer maintenant, si vous voulez bien, une nouvelle fois à Manuel Valls. Pourquoi Manuel Valls ? Parce que par rapport à des déclarations qu'il a faites hier matin chez nos confrères de RMC et BFM TV au micro de Jean-Jacques Bourdin,
Tout le monde sait que Jérusalem est la capitale d'Israël et personne ne va le remettre en cause. C'est ainsi l'ex-premier ministre Manuel Valls qui estime que la décision unilatérale de Donald Trump est de nature à ne pas faire avancer les choses. Il ne s'y oppose donc pas, vous l'avez compris, tout en se disant favorable à la création de 2 États, d'État d'Israël et d'État de Palestine vivant côte à côte. Il marque ainsi son opposition à la position diplomatique française qui veut que Jérusalem puisse être une capitale partagée entre Palestiniens et Israéliens. Pour le député de l'Essonne, la ville 3 fois sainte est de fait la capitale d'Israël, quand Ramallah est le siège de l'autorité palestinienne. Mais on va tenter de lui rappeler, Nadir, pas par choix, Jérusalem-Est étant occupée à ce jour par Israël, évidemment. Alors, Manuel Valls, qui a essayé d'obtenir un poste, ça on ne vous apprend rien, auprès d'Emmanuel Macron lorsqu'il est arrivé au pouvoir, qui a tout fait évidemment. On se souvient de sa trahison d'abord après la victoire de Benoît Hamon à la primaire de la gauche, et puis ensuite donc son ralliement à En Marche. Et voyant que finalement Macron reste sourd à ses appels, eh bien Valls commence à mettre une certaine opposition, et on le voit au travers de ses déclarations, notamment sur cette problématique de Jérusalem. Manuel Valls de toute façon dit Jérusalem est la capitale historique d'Israël, personne ne peut le remettre en cause. Si, monsieur Valls, on peut remettre en cause cet état de fait, selon vous. Nadir, ça t'étonne cet énième retour de veste de Manuel Valls qui à force n'aura plus de pantalon, comme je disais tout à l'heure? Non, c'est la continuité de ce qu'il est. C'est un homme politique instable. Politiquement, tout le monde sait ce qu'il vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. Moi, ce qui me désole dans cette affaire, encore une fois, c'est qu'on lui donne des tribunes. Et je sais que... En ce moment, il est invité partout. Ça fait un petit bout de temps. Ouais. Je pense depuis la rentrée, même bien avant. Ce qui est malheureux, c'est qu'on lui donne des tribunes pour toujours tenir ces mêmes propos, qui sont des propos anxiogènes, qui font un peu le buzz. Bon, on va dire d'un côté c'est le jeu des médias, mais non, je pense qu'à un moment donné ça suffit, quoi. Aujourd'hui, on a besoin d'éléments concrets, d'hommes politiques ou de citoyens courageux avec des vraies propositions, des vraies critiques, avec un esprit critique. Alors que lui, il est complètement partisan. Humainement, bon, il me fait de la peine. Je le connais pas personnellement, mais je souhaite pas le connaître. Mais je pense qu'il faut pas prêter attention à ces déclarations, et je pense qu'il y a un moment donné où il faudrait peut-être le remettre en place correctement. Donc je sais pas qui peut le faire. Si c'est de la responsabilité des parlementaires, mais je pense qu'il y a un moment donné, ça suffit, quoi. Il nous intéresse rien, il nous intéresse pas, il ne produit rien, mis à part des discours anxiogènes et puis d'exciter un peu la sphère politico-médiatique. Mais cet homme qui apparaît en tout cas être le plus sioniste que les sionistes, plus juif que les juifs, essaie de défendre une cause, en l'occurrence une cause qu'il combattait d'ailleurs il y a encore pas si longtemps lorsqu'il était maire d'Evry. Enfin, ce personnage est devenu de plus en plus inquiétant parce que il est en tant qu'homme politique, aujourd'hui il est député de la République, et on s'aperçoit qu'il est capable de changer de version, de changer de vision, de changer d'avis sur un sujet illico presto, quoi. Ça peut se faire rapidement, et là vous voyez, quand on n'obtient pas finalement ce que l'on veut, on commence à se retourner contre la personne finalement, ou le mouvement ou le politique que l'on a tenté de séduire pendant un temps. Ouais. Mais là ça commence à se voir quand même, ça devient inquiétant aussi que les journalistes ne lui fassent pas la réflexion. Je veux dire, Bourdin, qui se veut être un journaliste pourtant assez piquant devant certaines personnes, j'ai l'impression que Bourdin, pour faire simple, je vais le dire comme je pense, tant pis, il est un peu fort avec les faibles et faible avec les forts. Si tant est que Manuel Valls soit fort, ce que je ne pense pas. Non, je pense qu'il se renvoie l'ascenseur. Faut pas oublier qu'il a été aux manettes pendant des années, donc il y avait une certaine proximité avec des médias. Donc aujourd'hui, il lui renvoie l'ascenseur. Ils savent qu'il est perdu, donc il lui jette quelques bouées pour le rattraper. On sait que politiquement il vaut rien du tout, mais médiatiquement il est intéressant en termes de profil, parce qu'il est toujours là à agiter un petit peu les différentes sphères racistes et excitées en France. Donc voilà, il fait le buzz, il anime un petit peu les plateaux médiatiques, mais concrètement il ne vaut rien du tout. Donc il est juste utilisé. Et puis après, sur le fait qu'il retourne sa veste, il est comme beaucoup d'hommes politiques, politiciens de l'ancienne génération, et peut-être certains aujourd'hui. Donc il est à l'image de ce qu'il est depuis des années, quoi. C'est un gars qui change constamment de position en fonction de ses intérêts.
Si vous avez un avis à donner, évidemment, 01 40 33 9000 pour intervenir dans cette émission, bien sûr, nous parler de Manuel Valls et de cette déclaration sur Jérusalem, sans que Bourdin d'ailleurs ne le contredise, en lui rappelant peut-être que la position française c'est pas celle-ci, voilà, sans qu'il ait besoin de s'expliquer. Voilà, ce qui paraît que c'est vraiment ce manque de contradiction que l'on observe aujourd'hui dans ce pays. On a quand même un pays qui est focalisé en ce moment, ça devient une ambiance assez lourde. On nous parle, on nous rabâche à longueur de journée, d'émissions, de débats télé. En fait, tu ne peux pas allumer la télé, tu peux pas écouter une émission de débat sans qu'on évoque islam, laïcité, radicalisation, musulmans, salafistes. Voilà les mots clés en fait. J'ai l'impression qu'en rédaction en salle de rédaction le matin, on se dit tiens, mots clés aujourd'hui, laïcité, islam, radicalisation. Et c'est bon, l'affaire est bouclée, on a de l'audience assurée, ça marche. Mais c'est un peu ça, c'est un peu comme ça que ça se passe, j'ai l'impression. C'est pas un peu, c'est le cas depuis plusieurs années maintenant. Après, ce qui est triste, voilà, c'est que les gens s'habituent à ça. Donc on pouvait être heurté il y a une époque au tout début quand on voyait de façon récurrente les mêmes sujets revenir en permanence. Maintenant ça s'est installé dans la société française, c'est devenu un petit peu normal de taper sur les musulmans parce que c'est une communauté qui n'est pas organisée et puis globalement les Français sont fervents de ce genre d'actu parce que c'est un petit peu passionnant et en même temps ça n'a pas grand intérêt. Donc voilà, les journalistes se jouent de ça, tout va bien, ça continue, puis voilà. Bon, vos avis nous intéressent évidemment sur le sujet, 01 40 33 9000. On va parler d'un autre personnage, pas plus sympathique d'ailleurs, puisqu'on va parler de Éric Zemmour maintenant. Éric Zemmour, où la Cour de cassation a annulé ce mardi 23 janvier, donc hier, la condamnation en appel d'Éric Zemmour pour provocation à la haine envers les musulmans. Elle annule ainsi la décision prise par la Cour d'appel de Paris, le condamnant en novembre 2016 pour ses propos envers les musulmans de France, relayés, vous en souvenez, en 2014 dans une interview dans un journal italien, dans laquelle il disait et évoquait l'hypothèse d'une déportation des musulmans. C'est ce qui avait été émis. Ces propos avaient provoqué, vous en souvenez à l'époque, une vague d'indignation qui ont valu d'ailleurs son éviction de la chaîne télé à l'époque, aujourd'hui CNews, des propos condamnés même par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve. Un nouveau procès devra donc se tenir pour Éric Zemmour, interrogé par Valeurs Actuelles. Voici ce qu'il dit: l'annulation de ma condamnation par la Cour de cassation ne règle rien, ni le problème d'invasion migratoire que j'évoquais sur le fond, ni celui de cette judiciarisation des débats, quand la réalité devient impossible à cacher. La machine judiciaire permet de mettre des coups d'arrêt à ceux qui la décrivent. Je rappelle que le maire de Grigny m'attaque aujourd'hui en justice parce que j'ai dit que la grande borne n'était plus en France. Estime sans regret donc le polémiste. Fin de citation. Ce dernier avait en effet en novembre 2016, lors d'un débat télévisé sur BFM, que la grande borne à Grigny, ce n'est pas la France, c'est une contrée où on n'est plus en France, où il y a un régime étranger qui s'impose. Des informations qui ont choqué la municipalité PCF, la poussant à porter plainte d'ailleurs en février 2017 pour diffamation publique et provocation à la discrimination, à la haine et à la violence envers un groupe de personnes en raison de leur appartenance à la religion et à un territoire déterminé. Voilà pour ce qui relève de monsieur Éric Zemmour, Nadir. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de maires de banlieue qui attaquent ce genre d'individu quand il tient ce genre de propos. Parce qu'il avait tenu également des propos à peu près similaires pour Saint-Denis. Je crois qu'il y avait d'autres personnes aussi qui tiennent, et puis c'est d'actu en ce moment, de taper sur Trappes, de faire croire que c'est plus une ville française, mais que c'est devenu un territoire musulman où règne la charia. Je crois qu'à une époque aussi c'était Sevran, qui était traité de bastion d'islamistes. Oui. Donc je pense maintenant qu'il... Ah oui, à Sevran, à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit d'entrer dans les cafés, etc. Trappes, voilà, où il y a des villes de banlieue qui sont qualifiées de repères d'islamistes. Je pense qu'il serait temps que les politiques se prennent part à ces accusations et attaquent en justice ce genre de personnages quand ils ont des discours anxiogènes comme ça. Après, sur le discours en lui-même, il y a des choses qui sont vraies, que je partage, mais à 99... Qu'est-ce que tu partages? Tu sais, je t'ai dit, moi je suis sans tabou. Après, il faudrait peut-être faire une émission là-dessus quand on parle de la posture de certains musulmans. Autant je suis critique vis-à-vis de ceux qui les critiquent, mais je le suis encore plus vis-à-vis de ma communauté.
Donc là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire. Donc je pense qu'il faudrait faire une spéciale là-dessus, parce que on peut tenir des propos qui sont équivalents. Du fait d'être musulman ou issu de la banlieue, on ne sera pas traité de racisme. Mais dès l'instant où vous êtes pas issu de la communauté musulmane ou des banlieues, si vous tenez des propos qui sont véridiques, sachant que vous n'êtes pas de cette communauté, vous serez traité bizarrement d'islamophobe, d'avoir des propos anti-musulmans. Donc il y a un moment donné, il faut savoir avoir une autocritique qui permette à tous de pouvoir cerner les problèmes de façon générale et de trouver des vraies solutions et non pas simplement d'avoir des postures en fonction des intérêts des uns et des autres. Ouais, mais en quoi Éric Zemmour a raison? Je veux dire, quand il provoque à outrance et qui va même d'ailleurs très loin. Non, pas par rapport à ça, mais par rapport à des propos qu'il peut tenir sur certains phénomènes dans les quartiers. Ouais, c'est vrai, il existe un islam radical dans les quartiers, mais maintenant on peut chercher à comprendre pourquoi. Et là, par contre, ça va déranger un peu parce qu'on va remonter en termes de responsabilité à des hommes politiques. Alors, voilà, je vais peut-être aller plus loin. Est-ce que peut-être l'islam radical qui existe dans les quartiers auxquels tu fais référence, est-ce que les instances religieuses, donc musulmanes de France, en ont pris conscience? De France, bien sûr. Pour certains, ils y ont même adhéré. Après, aujourd'hui, la situation elle est un peu particulière. Elle est à l'image de cette France de Macron, c'est-à-dire qu'il y a eu des implosions un peu partout. Donc, on ne sait plus qui fait quoi. C'est un peu flou dans tous les domaines, mais par rapport à la communauté musulmane aujourd'hui, c'est assez compliqué parce que il n'y a pas de réels représentants de cette communauté. On n'est pas un monobloc. Donc aujourd'hui, les représentants, pour certains, ont pris part à cet islam médiocre et donc aujourd'hui c'est très compliqué parce que on n'y voit pas clair et puis c'est ça fait le jeu de certains éditorialistes comme Zemmour qui rajoutent un peu de l'huile à ce phénomène qui est franco-français avant tout. En tout cas, il continue d'exercer régulièrement son nom parce que ça marche, le matin. C'est des sujets qui sont passionnants pour les chaînes de télé, pour les radios en général. Oui, effectivement. Alors, en tout cas, nouveau procès en vue, donc pour Éric Zemmour, donc puisque la condamnation a été annulée hier. On le disait, mardi 23 janvier. Vos appels évidemment 01 40 33 9000. J'aimerais bien aussi vous entendre moi parce que c'est vrai qu'il est très important aussi de dénoncer. On parle beaucoup d'islamophobie, on parle beaucoup de choses, mais d'un problème intérieur à cette communauté, un problème qu'on a évoqué lundi dans cette émission avec Yasser Louati, et un problème qu'on a évoqué tout à l'heure avec Besma Maghrebi, Maître Maghrebi, qui est avocate et qui nous confirme que depuis la rentrée, depuis peu il y a une explosion de plaintes à l'issue de divorces faites et de demandes donc de dénonciation, j'allais dire, de radicalisation de la personne, donc de l'époux, de l'épouse, pour obtenir les gardes d'enfants. Ce qui paraît quand même quelque peu schizophrène quand on est soi-même musulman et victime donc d'islamophobie, d'utiliser cette carte. Mais en même temps, ça peut se comprendre parce que cette carte, nous le confiait Besma tout à l'heure, les juges, ils sont attentifs et ordonnent des enquêtes dans la plupart du temps. Donc là aussi, peut-être avez-vous des témoignages à nous apporter, auquel cas n'hésitez pas à nous appeler au 01 40 33 9000. Dans un instant, coup de cœur de Nadir Kaya et Libertad. On pourra ainsi vous écouter, on va laisser un peu de place. C'est vrai qu'on me dit oui, Libertad, il n'y en a pas pour longtemps. On va essayer en tout cas de vous le proposer de version grand format aujourd'hui sur France Maghreb 2. Ne bougez pas, c'est votre émission le LGF. À tout de suite. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous ce mercredi jusqu'à 18h avec monsieur Nadir Kaya qui va être pris à partie dans un instant, je te l'annonce tout de suite, par un collègue à toi. Ah oui, par un collègue à toi qui t'a écouté. Et bon, alors je vous rappelle la question du jour aujourd'hui. Obligé. Oui. Existerait-il une justice à deux vitesses en France après des ouvertures d'annexes de tribunaux au bord des pistes de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle? Un nouveau pas a été fait vers la justice d'exception avec des audiences non seulement délocalisées mais également par visioconférence. Des syndicats de magistrats et d'avocats notamment dénoncent l'illégalité de ces audiences. Est-ce un pas de plus donc vers une justice d'exception selon vous? Vous répondez à cette question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. On va passer maintenant, avant de passer à Libertad, au coup de cœur. C'est parti. France Maghreb 2, le coup de cœur. Coup de cœur de Nadir Kaya pour une association avec laquelle tu as fait connaissance pas plus tard qu'hier.
Ça faisait quelque temps que j'étais en relation avec les responsables de l'association qui s'appelle Accès, qui se situe à Villeneuve-la-Garenne dans le 9-2. C'est une association citoyenne, culturelle, éducative et sportive. Elle est assez intéressante. Pourquoi ? Parce que elle fait des choses, on va dire que nous on peut faire à Banlieue Plus, mais que d'autres associations font, mais avec un esprit assez dynamique. Donc ils ont également une partie sportive et ils ont créé une équipe de football en salle. Ils sont actuellement en 2e division, l'équivalent de la 2e division, et normalement ils devraient pour l'année prochaine accéder à la 1re division. Tout ça en très peu de temps. Simplement avec l'addition de différentes personnes motivées et voulant véhiculer une image positive à travers le sport, et également dans le domaine de la citoyenneté culturelle et éducative. Et à côté, ils ont réussi à obtenir une salle par le biais de la mairie de Villeneuve-la-Garenne qui a trouvé l'initiative intéressante, et donc ils ont créé un café citoyen, café social, où les jeunes de Villeneuve-la-Garenne et d'ailleurs peuvent venir discuter, faire des CV, échanger. Ils font également de temps en temps, je crois une fois par mois, des rencontres débats sur différentes thématiques, un peu comme on fait également à Banlieue Plus. Donc ce qui était intéressant, c'est que c'est des actions comme ça qui se multiplient un peu partout en France et notamment dans les quartiers populaires et qui amènent des synergies, des croisements intergénérationnels aussi, par le biais de la culture, le sport et de tout autre domaine de compétences qui existent dans le quartier. Donc voilà, Access, association citoyenne culturelle, éducative et sportive. Je vous invite à aller voir leur site, il est très très bien fait. Je passe un bonjour à Karim qui est le président et à Bocard. Donc voilà, ce sont deux des principaux responsables de l'association, mais ils sont toute une flopée de citoyens et citoyennes actifs dans cette association à Villeneuve-la-Garenne. Donc je vous invite à aller voir Access et éventuellement à promouvoir ce qu'ils font, ou alors simplement à les rencontrer au niveau de leur café. Merci Nadir. Tiens, une petite question à poser. Je sais que tu es un amateur de boxe. Ouais, un petit amateur. Ouais. Est-ce que tu étais du côté de Levallois samedi soir? Grâce à des amis qui y étaient, j'ai vu les vidéos, j'ai vu la bagarre générale, Ah d'accord, parce que j'ai vu sur ton post Facebook ce soir c'est box, je me suis dit tiens, Nadir est parti se bastonner. C'était sur la chaîne L'équipe, il y avait d'autres combats, mais là c'était la bagarre générale du côté de Levallois. Bon, voilà, apparemment Balkany aurait dit on n'a jamais vu ça à Levallois. Ouais, tout à fait, c'était impressionnant quand tu vois ça. Les deux partisans, les deux boxeurs se sont affrontés, c'est parti même jusque dans la rue. J'ai pas eu écho s'il y avait réellement des blessés, mais au vu des dégâts, franchement c'était impressionnant. En tout cas, c'est un peu triste pour la boxe parce que c'est quand même une discipline assez classe quand on connaît un petit peu le domaine de la boxe. Donc de voir le comportement des supporters comme ça, c'est un peu triste pour la discipline. Bon, alors, nous allons enchaîner si vous le voulez bien avec Libertad sur France Maghreb 2, 01 40 33 9000. C'est parti. Attendez, je regarde vite fait. Ah oui, c'est pas mal là. On a 7 minutes. Alors allons-y. Alors ce que je demande évidemment aux auditeurs, c'est d'être le plus rapide possible pour laisser un maximum d'auditrices et d'auditeurs s'exprimer sur le sujet qu'ils souhaitent évoquer avec nous en toute liberté. Mais vous le savez, comme je dis souvent, la liberté a des limites. Donc faites gaffe à ne pas la franchir, sinon vous connaissez ce qui se passe. Voilà. Le premier, c'est pas vraiment un inconnu, c'est Nasser Lajili qui t'a écouté tout à l'heure dire que effectivement sur certaines choses on peut être d'accord avec Éric Zemmour. Du coup, les poils de Nasser Lajili se sont hérissés et il a appelé et il a dit c'est juste pas possible. Nasser, bonsoir. Nasser. Ah bah du coup ils sont tellement hérissés qu'il en est parti. Énervé qu'il a fait. Voilà. Qu'il a pété le 040 33 9000 évidemment pour nous appeler. Allô, bonsoir. Vive le Mac, vive le Mac. Ok, super. 01 40 33 9000. Chaque soir, non, on y a droit. C'est le cri de colère, le mec. Il a rien à faire. Balcha? Oui, non, vive le Mac. Vive le Mac, ok. Voilà. Après, il a le droit, hein, limite, mais bon. Si tu pouvais changer. L'ordinateur? Voilà, la plaisanterie, les plus courtes sont. Vous connaissez le proverbe. 01 40 33 9000. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir, chère madame. Quel est votre prénom? Nora de Paris. Nora de Paris, on vous écoute. Oui, je voulais vous dire par rapport à Monsieur Zemmour qui notamment a fait des livres. Oui. On a parlé beaucoup, vous en avez pas parlé parce que je vous écoute quotidiennement. Par rapport à Ferdinand Céline. Je sais pas si vous avez entendu. Si, oui. Vous avez la diaspora juive qui a pas voulu qu'on fasse publier un éditeur a voulu le faire publier, mais la diaspora juive n'a pas voulu. Oui. Et moi je comprends pas la que diaspora juive, c'est le CRIF, quelqu'un crotte a droit de citer, mais pas. Ouais.
Et deux là, poids, deux mesures. Quand même d'un grand écrivain. Après, on peut évidemment. On peut remettre en cause évidemment ses écrits, Voilà, mais voilà. la liberté d'expression a des limites quand ça concerne certaines personnes. Certaines personnes, mais pas pour d'autres. Donc, mais quand vous dites la diaspora juive, moi non, je dirais toujours les mêmes, quoi. Le CRIF et compagnie, qui d'ailleurs pour le coup ne représentent absolument pas les juifs, et heureusement pour eux d'ailleurs. Merci beaucoup, Nora. Bien sûr, à quelques Merci. personnages illustres. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. À bientôt, Nora. 01 40 33 9000, allez-y, Libertad, c'est ouvert, le standard 01 40 33 9000. Bonsoir, qui est là? Allô? C'est ouvert le... Ok, 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler. Pour vous aussi qui souhaitez nous appeler de l'étranger, je sais qu'on a des petits coucous de temps en temps de l'étranger, donc appelez-nous 00 33 1 40 33 9000. N'hésitez pas bien sûr à utiliser cet espace qui est le vôtre. Libertad, France Maghreb 2, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir, votre prénom et votre ville d'appel s'il vous plaît. Oui, bonsoir, c'est Farid de Colombes. Salut Farid de Colombes, qu'est-ce qui se passe? Donc moi j'appelle tout simplement parce qu'il y a une expression qui a été utilisée lors de votre émission contre laquelle je m'insurge, c'est le fait de dire islam des lumières. Donc je voulais tout simplement dire que l'islam ça a toujours été lumière, c'est une lumière et ça restera lumière. Farid, voilà. Vous avez entendu ça quand? Tout à l'heure, je l'ai évoqué. Tout à l'heure, je crois que c'est Nadir qui utilisait islam des lumières. D'accord, donc, bah écoutez, c'est entendu. Il a utilisé islam des lumières et je trouve ça que c'est un terme qui n'est pas approprié à notre religion. Voilà, tout simplement. Merci Farid, c'est ton avis. Merci en tout cas de l'avoir fait savoir. Oui, vous pouvez aussi d'ailleurs. Si, vous voulez dire approprié, mais de façon permanente, c'est ça. Mais bon, quand j'utilise le terme l'islam des lumières, c'est pour rappeler une certaine période où l'islam était une lumière pour le reste du monde. Oui, bien sûr. Allô, France Maghreb 2, bonsoir. Ah bah ça faisait longtemps, tiens. 01 40 33 9000. C'est Valls, moi j'en suis sûr, c'est Valls. Ah, tu crois? Ouais, je suis persuadé. C'est vrai qu'il a du temps en ce moment, hein. Ouais, il a du temps. Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est Nadia de la Courneuve. Vous allez bien? Bonsoir Madame Kaya, comment allez-vous? Ça va, merci. Oui, cette voix me dit quelque chose, Madame Kaya. Bah oui, écoutez, je vais permettre de vous appeler parce que je voulais réagir par rapport à l'intervention de l'avocate. Oui. Et j'ai non seulement un témoignage, mais j'ai aussi une question. Oui. J'aurais souhaité savoir si elle parlait des couples bi-musulmans, entre guillemets, ou des couples qui sont alors l'un musulman, l'autre musulman. Non, des couples. Non. Alors je précise tout de suite parce que on a traité ce sujet entre musulmans. On parle bien de couples entre musulmans, de divorce de musulmans qui s'accusent mutuellement pour obtenir la garde des enfants et qui sortent la carte islamophobe. Enfin la carte islam en l'occurrence. C'est encore plus triste. Bah oui. Moi j'ai une amie qui s'est convertie, donc elle est d'obédience juive, qui s'est convertie à l'islam et qui était mariée donc avec un monsieur qui était aussi d'obédience juive. Et du coup, effectivement, c'est ce qui lui est arrivé. Alors, il n'a pas réussi à aller jusqu'au tribunal parce que l'enfant est assez grand pour dire que non, sa maman entre guillemets, ne lui monte pas la tête et n'essaie pas de lui imposer la religion musulmane. Mais oui, effectivement, voilà, ça arrive, ça peut arriver. Mais dans ce cas de figure-là, entre non-musulmans et musulmans. Par contre, musulmans, là, c'est encore plus grave. Ah oui, non, mais apparemment, d'après ce que nous disait tout à l'heure Maître Maghrebi, et d'après les témoignages auxquels faisait référence Yasser Louati sur sa page Facebook, c'est de plus en plus, effectivement, cet argument qui est utilisé pour obtenir la garde des enfants. On sait que ça marche, évidemment, on sait que ça attire l'attention des juges, donc voilà, donc ils utilisent une carte qui se retourne contre eux la plupart du temps, quand ça les arrange, on l'utilise. En tout cas, voilà. Dites donc Nadia, il est sage Nadir aussi à la maison? Super. Bon, rien à dire. Rien à dire. Je note. Super. Okay. Super, voilà. Merci Nadia, à bientôt. J'attends votre invitation sur ce. Ah bah oui. Ouais, pour parler des produits de beauté, aloe vera et tout ça. Je t'avais parlé de ça, Christophe. Nadia, vous n'avez pas besoin d'invitation, voyons. C'est vrai. Bon, c'est Nadir qui a qu'à vous inviter, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Voilà. S'il vous invite pas, posez-vous des questions au bout d'un moment, hein. Faut garder les enfants. Attends, Christophe. En tout cas, il fait super bien le thé, Nadir, hein. Nadia. Bon, super. Ouais, je confirme. Merci Nadia. Merci beaucoup, bonjour à la maison, merci à vous. Ouais, bah oui. France Maghreb 2, ici écouté par les épouses de nos intervenants. 01 40 33 9000. Tu peux te lâcher, hein, s'il y a un petit défaut à balancer, vas-y, hein, Nadia. Non, on va régler ça à la maison. Très bien. France Maghreb 2, bonsoir. Bonsoir, Abdel à l'appareil. Salut Abdel, il nous appelle d'où, Abdel? De Nanterre. De Nanterre, qu'est-ce qui se passe du côté de Nanterre, Abdel?
Oh bah ça va, il fait beau. Bon bah super. Alors qu'est-ce qui se passe, Abdel? Moi j'aurais répondu différemment à M. Zemmour. Je dis oui, bah effectivement, M. Zemmour, mais chacun son tour. Ce que vous vous reprochez, d'autres l'ont vécu avant vous, l'Afrique, l'Algérie, 150 ans. La différence, c'est que eux ils sont venus avec des armes et des mitraillettes, nous nos parents sont venus avec des valises et puis une main d'œuvre qui a construit la France. Chez chacun son tour et je leur assure. Fait, ouais. Et voilà, et il faut pas qu'il ait peur de quelque chose qui va arriver, qui arrive. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en Algérie, vous vous rendez compte, s'ils auraient dit la différence, c'est que en Algérie ils auraient dit que nous sommes algériens, les Français seraient encore là-bas. Nous on a l'intelligence de dire nous sommes français, nous sommes encore là et on va être encore là pendant des décennies. Il va falloir s'y habituer. Voilà. Merci beaucoup Abdel. De rien. Merci à toi. 01 40 33 9000, bien sûr. Libertad sur France Maghreb 2, un chaque fin d'émission. Allô, bonsoir, qui est là? Allô? 01 40 33 9000. Oui, non, c'est parce qu'il y a beaucoup d'appels. Et voilà, donc faut ne pas hésiter à réitérer votre appel. Bonsoir, qui est là? Bonsoir, c'est Rachid de Paris. Bonsoir Rachid de Paris, soyez bienvenus, on vous écoute Rachid. Oui, non, je voulais juste vous dire que parler de Zemmour ou de Valls, c'est de leur faire la publicité. Faudrait mieux ignorer ce genre de personnes. Donc, parler de notre communauté, bien sûr, c'est important, avoir un sens critique, mais parler de ces gens-là, c'est faire la publicité. Voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire. Bon, alors c'est pas du tout l'intention qui en est donnée, c'est surtout pour remettre et pointer du ridicule parfois je comprends bien, les propos tenus par ce genre de personnage. Je comprends bien. Bon, vous savez, je pense pas qu'il obtienne une bonne pub à l'écoute de cette radio lorsqu'on parle de ces personnages-là, dont c'est tourné surtout en dérision leurs propos. Et oui, bien sûr. Mais j'estime que déjà parler d'eux, c'est leur donner déjà de l'importance. Non, mais c'est votre avis, évidemment, je le respecte, mon cher ami Rachid. Merci de l'avoir dit, en tout cas. C'est super ce que vous faites des bonnes émissions. Bah écoutez, on va tâcher de continuer. Merci beaucoup, Rachid. Faites passer le message, on compte sur vous. La meilleure pub, c'est vous. 01 40 33 9000 tous les jours. On est là, nous, hein. On est là à l'heure, fidèle au poste. 16h, 18h. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Non, je voulais passer un grand bonjour à tous les jeunes Villois et en particulier à tous ceux du quartier du Lutte. Très bien. Allez, un dernier pour la route. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir, salam alaikum. Wa alaikum salam, prénom et ville d'appel. Alors, mon prénom c'est Abdelhafid et la ville c'est Chel. Salut Chel, salut Abdelhafid, on t'écoute. Moi du coup c'était juste pour en synthèse rebondir sur ce qu'a dit Rachid, c'est-à-dire que effectivement j'allais dire exactement la même chose que lui. Ouais. Donc pas de publicité pour les détracteurs de tout ce qui est l'islam, etc. Mais bon, du coup je vais improviser pour pas être redondant. Plutôt qu'effectivement rester dans on va dire dans le discours du ils attaquent toujours sur le communautarisme, l'islam, etc. Ouais. Comme nous sommes des Français, répondons sur le terrain social. Montrons à tous les Français, musulmans ou pas, que voilà, on est Français, on fait partie de ce pays et soyons actifs, acteurs. Exact. C'est déjà le cas, simplement c'est pas suffisant. Et c'est pas suffisant, et c'est ce que je veux dire en fait, c'est que le nombre de personnes, si on fait le ratio, il y a combien de Yasser Louati aujourd'hui dans notre communauté? C'est ça le problème. Et alors il y en a qui sont en veille et il y en a qui refont le monde dans leur salon. C'est bien, mais soyez un peu plus acteurs et vous serez encore plus, on va dire, visibles et respectés par vos pairs et puis aussi par les non-musulmans qui nous attendent aussi là-dessus, parce que quand ils ont besoin d'avoir des avis, etc., ils nous demandent notre avis dans l'entreprise, au boulot. Mais si on pouvait le dire et être présent un peu plus dans les médias, ça serait voilà. Abdelhafid, je compléterai ton appel que je trouve très intéressant. Par aussi se rendre aux urnes, au moment voulu, aux élections. Et c'est assez effroyable. Non, mais c'est important. Ouais, non, mais c'est important les élections, mais il faut être citoyen en permanence. Oui, bien sûr. C'est ça le plus important. Mais il faut aller aussi voter. Ça fait partie des devoirs que l'on a. Parce que je le répète à chaque fois, le lundi matin au lendemain de l'élection, les élus regardent qui a été voté. S'ils voient pas beaucoup de Mohamed, qu'est-ce qu'ils vont s'intéresser et s'emmerder à essayer de régler le problème de Mohamed. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc on est malheureusement une communauté de la réaction et pas suffisamment de l'action. Non, même pas de la réaction, de l'émotion. L'émotionnel, oui. Ouais, c'est l'émotion effectivement qui l'emporte sur tout le reste. Quand vous recevez parce que moi j'aime beaucoup votre émission, je la suis quand je peux. Ouais. Je sais pas si de temps en temps vous avez l'occasion d'inviter des imams ou des influenceurs entre guillemets, on va dire musulmans qui ont de l'autorité sur une grande partie de la population musulmane. Ouais. Mais je trouve moi personnellement qu'on n'entend pas suffisamment de prêches ou de discours tournés vers justement la sensibilisation des citoyens français de confession musulmane pour aller aux urnes. Ouais, mais c'est dommage qu'il faille attendre le discours d'un imam ou quoi au caisse pour aller voter. Je veux dire, on n'a pas besoin d'un imam pour savoir que c'est important d'aller voter, de se faire entendre, de se faire respecter. Ouais, mais pas d'accord. Moi, je vais juste partager avec vous, si je peux me permettre 30 secondes, Christophe. Rapidement, parce qu'on est super en retard. Je vais me faire engueuler, moi.
Ouais, désolé, mais Chelles, c'est à côté de Montfermeil. Ouais, d'accord. ouais. Montfermeil, ils ont fermé la mosquée. Ouais. Ils ont fait quoi, les musulmans? Ils sont partis faire des prières de rue, mettre des bandeaux, etc. Donc c'est pour ça que je parlais de comité de la réaction. Ouais. Mais juste avant, au niveau des municipales, vous avez Montfermeil, 80% de la communauté musulmane qui n'a pas été votée. C'est là le problème, on en revient toujours à la même chose. Ah. Merci beaucoup en tout cas de ton appel, Avec à très vite. plaisir. Bon, oula, on termine super en retard. Moi, il y a de l'engouement, c'est bien. Il faut que je m'en aille sur les talons, mais sans faire de bruit pour pas que je croise quelqu'un dans cette radio. Quoique, vas-y, on s'en fout, allez. C'est pas grave, on est en retard, et puis c'est tout. Merci beaucoup, Nadir, en tout cas. Merci à toi, merci à tous les auditeurs. Demain, je pense qu'il y en a un qui va tailler, il sera là, c'est Nasser Lajili. Et il ne manquera pas de réagir, hein. Ouais, donc écoute, reste à l'écoute, hein. Ouais. Avec Islam Saïdi demain sur France Maghreb 2. Excellente soirée à l'écoute de votre radio France Maghreb 2. 18h04. Ne le dites pas trop fort. C'est l'heure du rappel de l'actualité. Pardon Marine pour le retard. Tout de suite le flash avant de retrouver l'excellent Medjahed dans un instant pour la suite des programmes. Marine Gareth, bonsoir. Bonsoir à tous. Le procès de Jawad Ben Daoud a débuté avec du retard devant le tribunal correctionnel de Paris. En cause, le mouvement des surveillants pénitentiaires qui a empêché le transfert de l'un de ses co-prévenus depuis la prison de Fleury-Mérogis. La présidente Isabelle Prévost-Després a présenté à Jawad Ben Daoud et à Mohamed Souma les faits qui leur sont reprochés. Avoir hébergé 2 rescapés du commando des terrasses qui a sévi dans les rues de Paris le 13 novembre 2015. Ce procès doit durer 3 semaines. Nouvelle journée de contestation pour les surveillants pénitentiaires. 119 établissements bloqués ou partiellement bloqués sur tout le pays. Après avoir rompu les discussions hier avec le ministère de la Justice, les syndicats pénitentiaires se disent prêts à retourner à la table des négociations, mais sous certaines conditions, et notamment que la revendication portant sur des modifications du statut de ces fonctionnaires soit prise en compte par Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, qui avait refusé hier de négocier sur ce point. Emmanuel Macron et Angela Merkel sont attendus cet après-midi en Suisse à Davos au Forum économique mondial. Pour Pierre Moscovici, le commissaire aux affaires européennes, ce forum permet de croiser en 48 heures plus de gens que l'on ne rencontre en un mois. Le président français va s'exprimer à 17h30. À l'affaire Lactalis, une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire du lait contaminé va être créée à l'initiative des députés socialistes. C'est ce qu'annonce cet après-midi leur chef de file Olivier Faure. Cette commission d'enquête sera présidée par le député du Nord, Christian Hutin. Ce scandale sanitaire est à l'origine de la contamination à la salmonellose de 37 bébés en France. Carles Puigdemont peut-il devenir le président de la Catalogne? Il a rencontré aujourd'hui Roger Torrens, président de l'Assemblée, contre l'avis de Madrid. Sport, football ce soir, 16e de finale de la Coupe de France. Le PSG va tenter de se relever de sa défaite contre Lyon. C'était dimanche soir. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Je vais le laisser dehors, mais il va avoir un bracelet, il va être assigné à résidence, il va pointer au commissariat 1 fois par semaine. Il y aura des contraintes, ça va pas être sans contraintes. Et toutes les personnes qui restent libres le temps d'une instruction, il y a des contraintes. Toutes les personnes qui vont sortir de prison après une condamnation et qui ne vont pas y aller après une condamnation, c'est qu'elles présentent des garanties. C'est-à-dire que pour la justice, on considère que ils méritent qu'on leur laisse une chance. Et pour l'histoire parce que bon, je vous entends, je peux comprendre, mais vous savez aussi quand on parle de l'emprisonnement et notamment des VIP, des personnalités, est-ce que ça existe vraiment ces quartiers où alors des personnalités ou des gens qui ont des moyens sont mis à l'écart des autres détenus et vivent un peu mieux leur emprisonnement? Non. Comment ça, non, Bernard Tapie, c'est connu, ça. Il y en a d'autres. Ce qui va déterminer le placement, on va dire l'endroit où la personne va être incarcérée, ça va être les risques. C'est-à-dire que si en la mettant avec le monsieur tout le monde du monde carcéral, il risque d'être frappé ou risque d'être mis en danger, forcément on va essayer d'organiser. C'est comme une personne qui est jeune, une personne de 18 ans, quand elle est placée en détention provisoire ou qu'elle est incarcérée à la suite d'une condamnation, on va pas la mettre normalement,
normalement, on est censé la mettre dans un centre de détention pour jeunes délinquants. Ouais, on n'est pas censé la mettre avec des personnes qui sont confirmées. Bernard Tapie. Il y avoir une hiérarchie dans l'incarcération. Maintenant, je vous dis pas que c'est toujours respecté. Hein. Bernard Tapie, il a pas, quand il a été en prison, il a pas bénéficié d'un statut, d'un traitement comme les autres. Hein. Il a été en prison VIP quand même, hein, à la Santé à Paris. Alors, est-ce qu'on peut considérer que la prison, il peut exister une prison VIP et une prison qui n'est pas VIP? Une prison, ça reste un lieu où on est privé de sa liberté, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais certes, d'accord, mais il y a des conditions d'incarcération qui sont quand même pas tout à fait les mêmes pour certaines personnalités quand ils y vont que quand un citoyen de lambda. J'allais dire, voilà, ça c'est un fait. Ah bah de toute façon, la France est reconnue pour ne pas avoir de bonnes conditions de détention. Oui, alors, je crois qu'elle est condamnée régulièrement. Oui, elle est condamnée d'ailleurs, effectivement. Exactement. Justement. Oui, il y a une surcharge. Besma, on parle beaucoup. Les personnes qui sont censées être seules en cellule, elles se retrouvent à 3-4. C'est justement, on parle de surpopulation en prison et justement au travers des gardiens qui sont en grève en ce moment, qui effectuent des blocages. Alors, on voit fleurir beaucoup de débats sur les prisons à la télé, à la radio. Et alors là, on est en train de pointer du doigt un phénomène grimpant selon beaucoup de médias, de journalistes ou d'observateurs, appelez-le comme vous voulez d'ailleurs. On pointe du doigt la radicalisation en prison. Est-ce que franchement, il faut s'en inquiéter, Besma, toi qui effectues quand même quelques séjours en prison, alors non pas utilisé pour savoir si on prolonge ou non, par exemple, le maintien d'une rétention, ou est-ce qu'on va maintenir le maintien en garde à vue d'une personne qui est donc placée en garde à vue. Et là, il y a des personnes qui ont été jugées par visioconférence. Et là, moi, je suis un peu mitigée par rapport à ça, parce que d'un côté, c'est une mesure qui existe et qui est dans le CESEDA. Hein, c'est l'article L552-12 du CESEDA. Donc c'est au niveau de la loi, c'est prévu. Mais en même temps, on a une position du Conseil constitutionnel de 2008 qui nous dit pas de salle de justice et pas d'audience dans les centres de rétention. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça, moi, ça me pose problème. On a autre chose, c'est que l'article L552-12 du CESEDA, lui, ce qu'il prévoit, c'est que il nous dit oui, en effet, des audiences par visioconférence sont possibles avec l'accord de la personne. Donc c'est une mesure qui reste normalement exceptionnelle, mais il y a des conditions. Elle se fait sous conditions, et notamment l'une des conditions principales qui est la publicité des débats. C'est un principe fondamental qu'on a en droit, et c'est là où les avocats, si vous voulez, on n'est pas content, dans le sens où on a le droit, toute personne a droit à un procès équitable, et que le droit au procès équitable passe par la publicité des débats, que la publicité des débats, c'est le fait que tout le monde puisse assister à l'audience. Et donc ça, c'est la condition principale qui est posée par cet article-là. Donc vous voulez mettre en place des audiences par visioconférence. Exceptionnellement, c'est possible sous deux conditions. Que la salle d'audience soit accessible au public, et que la salle où se trouve la personne qui est en rétention soit accessible au public. Sauf que là, ce qui va se passer, c'est que la personne qui est placée en centre de rétention administrative, le public, comment il fait pour pouvoir être à ses côtés au moment où il va passer en audience. Oui. Et c'est là le problème. Oui. C'est que c'est pas possible. C'est pas possible. Monsieur tout le monde ne pourra pas aller dans le centre de rétention pour assister à l'audience. Les syndicats de magistrats et d'avocats donc dénoncent l'illégalité finalement de cette manière de procéder. Exactement. Et donc l'illégalité pour quelle raison? L'illégalité parce que ça viole le droit au procès équitable. Et le droit au procès équitable, il est violé. Pourquoi? Parce que on ne respecte pas le principe fondamental qui est la publicité des débats. Alors ça tombe bien que tu sois là, Besma, maître Maghrebi, pour nous donner peut-être un petit peu ton sentiment par rapport à ce que Nadir vient de dire. Et il dit en clair qu'il y a une justice à deux vitesses selon l'individu que l'on juge, quoi. Finalement, quand c'est par exemple quelqu'un d'issu d'une banlieue, d'un quartier populaire, on a tendance un petit peu à bâcler un peu plus les choses qu'une autre personne. Est-ce que tu constates aussi également ce fait? Alors, là, moi, j'ai une position qui va être un petit peu différente, dans le sens où la justice à deux vitesses, pour moi, en fait, c'est que la personne... France Maghreb.
Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, bienvenue à tous, c'est parti jusque 18h, votre rendez-vous quotidien de 16h à 18h sur France Maghreb 2, avec vous chers amis auditeurs, auditrices, vous allez pouvoir évidemment et comme d'habitude intervenir, réagir, et on va ensemble décortiquer l'actualité de ce mercredi avec vous, en votre compagnie, 01 40 33 9000, le numéro de téléphone pour arriver jusque nous, évidemment, avec aujourd'hui, en ce mercredi, notre ami Nadir Kaya qui est de la partie. Salut Nadir. Salut Christophe, salut à tous. Comment ça va Nadir? Ça va, il fait doux donc ça va. Ah oui, ça, c'est pas vraiment franchement l'hiver en ce moment, hein. Ouais. Bon, alors, de quoi va-t-on parler dans ton avis tranché tout à l'heure? Bah, c'est un avis tranché sur... Déradicalisation, j'ai vu. Ouais, voilà, des extrémistes républicains. C'est-à-dire qu'on a souvent des politiciens qui nous donnent des leçons, notamment les citoyens des banlieues. Et là, je vais revenir sur un petit historique sur le comportement de certains maires dans les banlieues. Très bien. On appelle clairement le clientélisme. Le clientélisme. Coup de cœur consacré à une association. Ouais, c'est une association que je connais depuis 5-6 mois, mais avec qui j'ai concrétisé, c'est-à-dire la rencontre hier, qui s'appelle Access. C'est une association sur Villeneuve-la-Garenne dans le 9-2, donc je vous raconterai un petit peu ce qu'ils font et voilà. Très bien, dans le cadre du coup de cœur, donc tout à l'heure. Pour l'heure, voici le sommaire de cette émission de ce 24 janvier 2018. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, en ce mercredi 24 janvier, retour il y a un an jour pour jour dans un instant sur ce qu'on appellera le début de l'affaire Fillon, la tempête qui le mènera tout droit vers la défaite. Nous y reviendrons dans un instant. Nous parlerons de la Palestine encore une fois et d'Israël avec Manuel Valls qui s'oppose ouvertement à la position diplomatique française car tout le monde sait que Jérusalem est la capitale d'Israël. C'est ainsi qu'il a déclaré hier chez nos confrères d'RMC et de BFM TV. Vous vous souvenez certainement des propos d'Éric Zemmour sur la déportation des musulmans de France en 2014 qui avait choqué. Éric Zemmour, après 2 condamnations, va pouvoir bénéficier d'un nouveau procès. Nous y reviendrons dans quelques instants. La question LGF. Existerait-il une justice à 2 vitesses en France? Après les ouvertures d'annexes de tribunaux au bord des pistes de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, un nouveau pas a été fait vers la justice d'exception avec des audiences non seulement délocalisées mais également par visioconférence. Les syndicats de magistrats et d'avocats notamment dénoncent l'illégalité de ces audiences. Est-ce un pas de plus vers une justice d'exception selon vous? Vous répondez à cette question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Et nous terminerons évidemment cette émission par le Libertad. Une bonne dose de liberté en fin d'émission. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct jusque 18h avec vous chers amis auditeurs avec cette question du jour que je vous rappelle d'ailleurs aujourd'hui. Qui va être issue des banlieues, c'est pas qu'elle va être traitée différemment qu'une personne qui va être issue d'un quartier on va dire favorisé. C'est ce qui va faire la différence, c'est surtout la longueur de son casier judiciaire ou de son âge, de son fichier. Et hélas, c'est un constat que je peux faire tous les jours. Les personnes qui sont issues de banlieues, hélas, elles ont un âge, elles ont un casier judiciaire qui est très souvent beaucoup plus long et beaucoup plus chargé qu'une personne qui va être issue peut-être d'un quartier favorisé, ou en tout cas, souvent ces personnes-là vont être ce qu'on appelle des primo-délinquants. Alors que celui qui va être arrêté parce que son visage fait qu'on a envie de l'arrêter, souvent il va se faire arrêter, mais derrière il a un casier judiciaire qui est assez long, donc forcément il sera pas traité de la même manière. Moi je voulais juste rebondir sur le fait qu'il y a un constat qui se fait, c'est que il y a beaucoup de personnes qui sont des simples citoyens ou pas spécialement issus des banlieues, qui sont souvent emprisonnés sans avoir été jugés. Et quand on voit l'affaire Lactalis ou des personnes à peu près qui sont dans le même registre, c'est-à-dire où il y a des grosses affaires et des possibilités d'empoisonnement ou de décès, c'est des gens qui sont toujours en liberté parce que je pense qu'ils ont quand même les moyens d'avoir des avocats hyper compétents et en clair, la liberté ça s'achète quoi. Ouais, voilà, donc on a cette impression que plus on a de l'argent, plus on a un certain confort vis-à-vis de la justice, alors que quand on n'a pas du tout les moyens, on est souvent maltraité ou directement enfermé en attendant d'être jugé. Maître Maghrebi. Oui. Alors non, moi là encore c'est pas du tout comme ça que, en tout cas c'est pas du tout mon interprétation de cette situation. Ce qui se passe entre la personne qui va être placée en prison avant d'être jugée, c'est une personne qui va être en détention. Une personne qui va être en détention provisoire. La différence entre quelqu'un qui va être placé en détention provisoire et quelqu'un qui ne le sera pas, c'est tout simplement quelqu'un qui va présenter de bonnes garanties de représentation. Quand on a de bonnes garanties, on est libre. Quand on n'a pas de garantie, on n'est pas libre. Quelqu'un qui a un travail, qui a un domicile, qui a des garanties, et là, il aura plus de chances d'être sous contrôle judiciaire, il aura plus de chances d'avoir un bracelet, il aura plus de chances d'avoir à pointer devant le commissariat tous les jours, mais d'être libre, qu'une personne qui va être sans travail,
sans domicile, en tout cas vérifiable, ou qui aura, comme je le disais, des antécédents qui seront, enfin un casier qui est tellement long qu'on considère qu'il risque de nuire à l'enquête. D'accord. Pour un récidiviste. Et moi j'ai déjà vu beaucoup de, enfin, c'est déjà arrivé que je vois des personnes de banlieue, ou d'origine étrangère qui vont commettre de graves infractions, mais vraiment de très graves infractions qui peuvent relever de la criminelle, mais qui ont de tellement bonnes garanties de représentation, c'est-à-dire qu'on a un travail stable, qui ont un domicile, qui présentent vraiment toute une sécurité au juge, qui va faire qu'il va se dire celui-là ça sert à rien que je le mette en prison, je vais le laisser dehors, je vais pas le laisser dehors totalement libre. Existerait-il une justice à deux vitesses en France après les ouvertures d'annexes de tribunaux au bord des pistes de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle? Un nouveau pas a été fait vers la justice d'exception avec des audiences non seulement délocalisées, mais également par visioconférence, et syndicats de magistrats et d'avocats notamment dénoncent l'illégalité de ces audiences. Est-ce un pas de plus vers une justice d'exception? Mon cher Nadir Kaya, qu'en penses-tu? Alors, pour connaître un petit peu certaines affaires, en l'occurrence tout ce qui concerne le contrôle aux faciès et certaines luttes dont notre association fait partie avec d'autres associations, oui, il y a une justice différente en fonction de ce que vous êtes et ce que vous représentez. Après, il faut pas tomber dans les généralités. Bien sûr que tous les juges et tout cet ensemble lié au domaine judiciaire ne sont pas tous à mettre dans le même sac, mais il y a des gens parmi eux qui effectivement se comportent différemment, notamment quand ils ont affaire à des jeunes de banlieue ou à des gens qui n'ont pas trop de moyens. Ça, c'est une réalité. Il y a tellement d'exemples que je pense que c'est pas vraiment intéressant de les citer. Mais oui, effectivement, la justice française aujourd'hui, elle n'est pas à l'image des valeurs républicaines et de cette égalité qu'on souhaite en permanence et qui sont une des valeurs principales de notre société. En tout cas, vous êtes majoritairement sur Facebook ainsi que sur Twitter, sur France Maghreb 2 ainsi que sur LGF officiel, à penser que oui, effectivement, il y a une justice à deux vitesses pour le coup, 80% sur Twitter, 74% sur Facebook. On va prendre l'avis d'une avocate qui est avec nous, maître Maghrebi Mansouri, bonsoir. Oui, bonjour Christophe. Bonsoir Besma, j'espère que tout va bien pour toi. Ravi de t'accueillir. Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton sentiment sur cette question, sur ce sujet bien précis? Peut-être que d'ailleurs tu as eu affaire à ce type de procédure aujourd'hui avec visioconférence, des tribunaux, d'annexes de tribunaux effectivement installés pour le coup délocalisés pour certains du côté de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. C'est pour accélérer finalement les reconduites à la frontière, tout ça, non? Alors oui, absolument. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà les audiences par visioconférence, elles existent depuis un petit moment. Et le recours à la visioconférence, c'est aussi une procédure qui existe notamment pour les personnes qui sont placées en garde à vue et qui ont besoin de passer devant le JLD. Donc les personnes qui vont être en centre de rétention ont également besoin de passer devant le JLD, qui est le juge des libertés et de la détention, qui va décider si cette mesure privative de liberté est possible ou pas. Ouais. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose qui existe déjà depuis un moment. D'accord. Maintenant, ce qui se passe, c'est que là, il y a quelques jours, il y a des audiences qui ont été faites par visioconférence, alors qu'en règle générale, la visioconférence, elle est vraiment